Le jeune milliardaire est arrêté devant tout le monde, mais des jumelles sans abri crient « Il n'a rien fait. Nous avons vu qu'il a fait. » Lorsqu'elle commence à parler, tout le monde est sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les lumières de la salle de bal brillaient intensément sur les verres en cristal et les sourires diplomatiques. Noah Akran ajusta son nœud papillon tout en serrant la main de personnalités influentes de la ville. La collecte de fonds annuelle pour la Fondation Horizon était bondée de politiciens, d'hommes d'affaires et de célébrités, tous réunis pour une noble cause que Noah défendait depuis des années. Monsieur Kran, les chiffres de cette année sont remarquables, commenta le maire en levant son verre. Vos contributions aux écoles du district sud ont changé la vie de centaines d'enfants. Noah se contenta de sourire, mal à l'aise avec les éloges mais satisfait des résultats. Il n'avait que 35 ans et avait déjà transformé l'entreprise technologique dont il avait hérité en un géant qui conciliait profit et responsabilité sociale. Il n'était donc pas surprenant que le magazine Business Times l'ait mis en couverture le mois précédent, le qualifiant de philanthrope du futur. Le mérite revient à l'équipe, répondit-il, modeste comme toujours, et au partenariat que nous avons construit ensemble. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. 3 hommes en costume sombre entrèrent dans la salle de bal, discrets mais déterminés. Leurs yeux parcoururent la pièce jusqu'à ce qu'ils trouvent Noah. Le contact visuel ne dura qu'une seconde, mais ce fut suffisant pour lui glacer le sang. Quelque chose n'allait pas. Le joyeux brouhaha de l'événement persistait, mais il semblait désormais lointain à ses oreilles. Les hommes marchaient vers lui, ignorant serveurs et invités. Noah regarda autour de lui, confus. Simple paranoïa? Une rencontre imprévue? Il n'en était rien. Noah Akran? Demanda le plus grand d'entre eux, sa voix fendant la conversation ambiante. Oui. Agent Pearson, FBI. L'homme exhiba brièvement un badge. Vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent et corruption de fonctionnaires. Le silence qui suivit semblait fait de verre, fragile et tranchant. Les conversations s'arrêtèrent comme si quelqu'un avait coupé le son. Les verres se figèrent en l'air. Tous les yeux se tournèrent vers eux. Des caméras de téléphone portable furent brandies. Il doit y avoir une erreur, dit Noah, gardant sa voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. Il n'y a pas d'erreur, monsieur. Veuillez mettre les mains derrière le dos. Lorsque les menottes se refermèrent sur ses poignets, la réalité s'abattit sur lui. Ce n'était pas un cauchemar. C'était réel. Les personnes qui l'admiraient quelques secondes auparavant le regardaient, maintenant avec un mélange de choc et de jugement hâtif. Noah Akran, vous avez le droit de garder le silence? La voix de l'agent débitait d'un ton mécanique alors que Noah était conduit à l'extérieur. Les flashs crépitèrent. Un membre de la presse qui couvrait l'événement caritatif diffusait déjà en direct. Le visage de Noah, habituellement posé et confiant, était maintenant pâle, son expression figée dans l'incrédulité. « S'il vous plaît, écoutez » tenta-t-il de parler, mais fut interrompu. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Dehors, une petite foule s'était déjà rassemblée. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. L'homme qui incarnait l'exemple de la conduite éthique était maintenant emmené comme un criminel ordinaire. Parmi les badauds qui se massaient sur le trottoir, 2 petites silhouettes se distinguaient, non par leur présence, mais par leur agitation. Lily et Leia, vêtues de manteaux usés et les cheveux en désordre, poussaient et se faufilaient entre les adultes pour se rapprocher. « Laissez-nous passer » cria Lily, sa voix enfantine perdue dans le chaos. Les fillettes, connues dans le quartier uniquement des vendeurs de journaux et des propriétaires de dîners comme les jumelles de la ruelle, avaient les yeux écarquillés par l'urgence. Elles savaient quelque chose que personne d'autre ne savait. Alors que Noah passait, menotté, à travers la barrière policière improvisée, Leia réussit à se glisser entre 2 officiers. « Monsieur en costume !» cria-t-elle, tendant sa petite main vers lui. Un policier la repoussa d'un geste brusque, sans même regarder son visage sale. Personne ne se souciait du témoignage d'enfants sans abri. « Il n'a rien fait. Nous avons vu qu'il a fait !» crièrent les jumelles ensemble, leurs petites voix s'élevant au-dessus du tumulte pendant un bref instant, mais leurs mots furent engloutis par le bruit de la foule. Personne ne prêta attention. Les journalistes étaient trop occupés à immortaliser le moment. Noah baissa la tête pour entrer dans le véhicule de police. Les badauds étaient trop absorbés par le spectacle de la chute d'un homme puissant. À l'intérieur du véhicule, Noah tenta d'organiser ses pensées. Comment cela était-il possible? Corruption, blanchiment d'argent?
Il passa mentalement en revue chaque contractant, chaque transaction des derniers mois, cherchant quelque chose qui aurait pu être mal interprété. Rien n'avait de sens. « Puis-je au moins savoir quelle preuve vous avez contre moi ?» demanda-t-il à l'agent assis en face de lui. « Votre avocat recevra tous les détails », fut la réponse laconique. De l'autre côté de la vitre teintée, Noah ne pouvait pas les voir, mais Lily et Leia étaient toujours là, leurs petites mains pressées contre la vitre un bref instant avant que le véhicule ne démarre. « Il ne nous a pas vus », murmura Leia, frustrée. « Personne ne nous voit jamais. » Les fillettes restèrent sur le trottoir tandis que la foule se dispersait, absorbant le spectacle auquel elles venaient d'assister. Les gyrophares des voitures de police s'éloignèrent, les laissant de nouveau dans l'obscurité familière des rues. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Lily, serrant la main de sa sœur. Le vent froid de la nuit agitait leurs cheveux, leur rappelant qu'elle devait trouver un abri. Pour la plupart des gens présents, cet homme bien habillé qui venait d'être emmené ne signifiait rien. Juste un autre riche en difficulté. Un autre scandale pour les tabloïds. Mais pour les jumelles, c'était différent. Elles connaissaient la vérité. Elles avaient vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Il faut l'aider, décida Leia avec cette détermination que seuls les enfants possèdent, celle qui n'a pas encore appris à douter d'elle-même. Lily hocha la tête, bien qu'elle sût combien ce serait difficile. Qui les croirait? 2 gamines des rues, sans famille, sans adresse, rien que leur nom. Retournons à la ruelle, chuchota-t-elle. Il faut qu'on réfléchisse. Elles marchèrent à travers des rues de plus en plus sombres, invisibles aux yeux pressés des passants. Sur les écrans de téléphone, dans les vitrines des magasins, sur les téléviseurs des bars animés, le nom de Noah Crane circulait déjà, associé à des mots comme criminel et corrompu. Personne ne savait que la vérité marchait dans l'ombre de la ville, sous la forme de 2 petits enfants qui avaient été témoins de quelque chose de trop important pour être ignoré. Au poste de police centrale, Noah fut photographié, ses empreintes digitales furent prises, et il fut placé dans une cellule de détention. Son avocat, contacté à la dernière minute, promit d'être là à la première heure le lendemain matin. « C'est absurde. Complètement absurde !» cria l'avocat au téléphone. « Vous êtes la dernière personne dans cette ville que j'imaginerais impliquée dans quelque chose comme ça. » Noah lui demanda simplement de faire son travail et de découvrir exactement ce dont on l'accusait. Seul dans la cellule, il s'autorisa un moment de panique sincère. Sa réputation, si soigneusement bâtie au fil des ans, était maintenant en ruine. Les enfants que sa fondation aidait, les projets en cours, tout était en péril. Et il y avait autre chose, quelque chose qui le dérangeait mais qu'il ne parvenait pas à analyser complètement. Au milieu de la confusion, il avait entendu des voix d'enfants, de toutes petites voix disant qu'il était innocent, qu'elles avaient vu quelque chose. Qui étaient ces enfants ? Murmura-t-il pour lui-même, essayant de se souvenir de leur visage dans le chaos de ce moment. De l'autre côté de la ville, blottis sous une vieille couverture dans leur cachette de la ruelle, Lily et Leia ne pouvaient pas non plus dormir. Les événements de la journée se rejouaient dans leur esprit. L'homme à la mallette noire, la conversation tendue devant l'immeuble, la montre en or, et puis, des heures plus tard, l'arrestation du mauvais homme. « Demain, il faudra le dire à quelqu'un, » dit Leia, ajustant la couverture sur les épaules de sa sœur. « Mais qui va nous croire ?» demanda Lily, sa voix faible dans l'obscurité. C'était une question à laquelle aucune d'elles n'avait de réponse. Pas encore. Tandis que la ville dormait, la vérité restait éveillée, vivante dans l'esprit de 2 petits enfants que personne ne voulait entendre, et d'un homme innocent que tout le monde était prêt à condamner. La nuit avait complètement enveloppé la ville lorsque Lily et Leia arrivèrent enfin à la ruelle qu'elles appelaient leur maison. C'était un espace étroit entre 2 vieux bâtiments, où des cartons empilés créaient un petit abri contre la pluie et le vent. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le seul endroit où elle se sentait en sécurité. « Tu as faim ?» demanda Lily, sortant un morceau de pain légèrement écrasé de l'intérieur de son manteau. Elle avait réussi à le subtiliser sur la table d'un café au coin de la rue. Leia hocha la tête, s'installant sur le matelas improvisé de vieilles couvertures. Elles partagèrent le pain en silence, chacune perdue dans ses pensées. La scène de l'arrestation défilait encore vivement dans leur esprit. « Tu crois que cet homme va rester en prison pour toujours ?» demanda finalement Leia, la voix basse, comme si les murs pouvaient entendre. Lily haussa les épaules. « Je ne sais pas. Les adultes ne se soucient pas vraiment de ce qui est juste. » C'était une leçon qu'elles avaient apprise trop tôt. Après la mort de leur mère et la disparition de leur père, personne ne s'était soucié de savoir où iraient 2 petites filles sans papier et sans parents.
La grande ville était leur seule option, et elles y avaient appris à devenir invisibles. Mais nous avons vu, Lily. Nous avons tout vu. Leia se rapprocha de sa sœur, ses yeux brillants dans le noir. Ce gentil monsieur n'a rien fait de mal. Lily savait de quoi parlait sa sœur. 3 jours plus tôt, alors qu'elles cherchaient de la nourriture près du quartier financier, elles avaient été témoins de quelque chose d'étrange. C'était devant cet immeuble avec les fenêtres brillantes, non, tenta de se souvenir Lily. L'homme grand avec le manteau sombre et la montre en or, ajouta Leia. Elle brillait beaucoup chaque fois qu'il bougeait le bras. Elles se regardèrent en silence, confirmant qu'elles se souvenaient des mêmes détails. Il était en colère, continua Lily, il parlait fort au téléphone. Et puis l'autre homme est arrivé avec une mallette noire, enchaîna Leia, serrant ses genoux comme pour se protéger du souvenir. Ils se sont disputés. Ce jour-là avait été comme tous les autres pour les jumelles. Invisibles pour la plupart des gens, elles parcouraient la ville, observant tout avec leurs yeux perçants. Parfois, elles gagnaient quelques pièces en aidant à porter des courses ou en nettoyant des pare-brises au feu de circulation. Mais ce jour-là, elles avaient trouvé quelque chose de mieux, un restaurant qui jetait de la nourriture encore comestible à la fermeture. C'est en attendant derrière le restaurant qu'elles avaient vu les 2 hommes parler avec tension devant l'immeuble commercial de l'autre côté de la rue. Il a dit « Je ne ferai pas ça. C'est illégal », se souvint Lily, imitant la voix grave qu'elle avait entendue. Et l'autre homme a dit « Soit tu le fais, soit je ferai en sorte que ça ait l'air que c'est toi qui l'as fait », ajouta Leia, plissant les yeux comme l'homme à la mallette. Après cela, l'homme à la mallette avait tendu quelque chose à l'autre, des papiers, peut-être, et s'était éloigné, l'air satisfait. L'autre était resté là, tenant les papiers comme s'ils étaient trop lourds. Les fillettes n'avaient pas tout à fait compris ce qu'elles avaient vu, mais elles savaient reconnaître une menace. En vivant dans la rue, elles avaient appris à lire les expressions, à sentir le danger, à deviner qui pourrait leur faire du mal et qui pourrait les aider. Et aujourd'hui, ils ont arrêté le mauvais homme, murmura Lily, terminant son morceau de pain. Celui de la fête chic n'était pas le même type avec la mallette noire. Mais ils se ressemblent, observa Leia. Même taille, cheveux similaires. Oui, mais ce n'est pas la même personne, insista Lily. Le type à la mallette marchait différemment. Et la montre? Tu te souviens de la montre? Leia hocha la tête, fermant les yeux pour mieux la visualiser. Dorée, grosse, très brillante. L'homme qui s'était fait arrêter ne portait pas de montre. Un bruit à l'entrée de la ruelle les fit instinctivement reculer. Des années dans la rue leur avaient appris à se cacher rapidement. Elles restèrent immobiles, respirant doucement, jusqu'à ce que le bruit des pas s'estompe. « J'ai peur, Lily », avoua Leia une fois le silence revenu. « Et si cet homme à la mallette découvre qu'on l'a vu? Et s'il vient nous chercher ?» Lily serra sa sœur dans ses bras. Elle était l'aînée d'exactement 7 minutes et prenait cette responsabilité très au sérieux. Personne ne sait qu'on existe. Souviens-toi, on est invisible. C'était leur mantra protecteur. L'invisibilité qui leur faisait tant de mal leur servait aussi de bouclier. Mais maintenant, cette invisibilité était devenue un problème. Comment pourrait-elle aider l'homme qui avait été arrêté à tort si personne ne les voyait? Si personne n'écoutait? Il faut le dire à quelqu'un, dit Leia, étonnamment résolue pour quelqu'un d'aussi petit. Qui va croire 2 gamines des rues? Soupira Lily en passant la main dans ses cheveux emmêlés. Ils ne nous ont même pas laissé approcher aujourd'hui. Le silence retomba entre elles. Elles savaient que c'était la vérité. Pour le monde, elles n'étaient que des ombres, des fantômes urbains que les gens préféraient ne pas voir. Pas de maison, pas de famille, pas de voix. Et la dame du café, suggéra Leia après un moment, celle qui nous donne toujours du chocolat. Elle n'est qu'une serveuse, elle ne peut rien faire. Et ce policier? Celui qui nous a souri l'autre jour? Lily secoua la tête. Elle travaille pour le gouvernement. Elle fera confiance à ses collègues, pas à nous. De nouveau le silence. Dehors, la ville continuait sa vie nocturne. Des voitures passaient, de la musique jouait quelque part dans un bar lointain, des gens rentraient chez eux, au chaud. Pendant ce temps, dans cet abri de fortune, 2 petits enfants portaient un secret trop lourd à ignorer. Il doit y avoir quelqu'un, insista Leia, ses yeux s'alourdissant de sommeil. Quelqu'un qui nous croira. Lily ajusta la couverture sur sa sœur, la protégeant du froid qui s'intensifiait. Demain, on cherchera cette personne, promit-elle, bien qu'elle n'eût aucune idée de qui cela pourrait être. Allongées côte à côte, les jumelles regardèrent le bout de ciel visible entre les bâtiments.
Quelques étoiles insistaient pour briller malgré toute la pollution lumineuse de la ville. Cet homme avait l'air gentil, murmura Leia, presque endormie. Celui qui s'est fait arrêter. Il aidait les enfants. Oui, acquiesça Lily. Peut-être qu'il nous aurait aidés aussi s'il n'était pas en prison. Alors il faut le faire sortir, conclut Leia avec la logique simple et directe des enfants. Lily sourit dans le noir. Sa sœur avait toujours été comme ça, déterminée, pleine d'espoir, croyant que de bonnes choses pouvaient arriver même quand tout disait le contraire. On essaiera, chuchota-t-elle, plus pour elle-même que pour Leia qui ronflait déjà doucement. Elle ferma les yeux, pensant au lendemain. Elle devrait être courageuse. Elle devrait obliger quelqu'un à écouter. Elle devrait transformer leur invisibilité en une voix. Le sommeil vint enfin, bercé par le bourdonnement lointain de la ville et la chaleur du corps de sa sœur, son seul réconfort constant dans leur vie incertaine. Tandis qu'elle dormait, la nouvelle de l'arrestation de Noah Crane dominait déjà toutes les chaînes. Sa photo apparaissait sur les écrans de toute taille, toujours accompagnée de mots comme fraude, corruption et trahison. La vérité dormait dans une ruelle sombre, gardée par deux enfants que le monde préférait ne pas voir. Lina Martinez éteignit la télévision avec un soupir frustré. Encore un reportage sensationnaliste sur Noah Crane, rempli de spéculations et dénué de faits. 48 heures après son arrestation, personne ne semblait intéressé à enquêter au-delà de la version officielle. Elle se frotta les yeux fatigués et regarda autour de son petit appartement. Les murs étaient couverts de coupures de journaux, de prix qu'elle avait gagnés, d'histoires qu'elle avait écrites, d'affaires qu'elle avait révélées ou un passé brillant qui contrastait cruellement avec son présent trouble. 15 ans de carrière pour finir par écrire sur les régimes des célébrités, maugréa-t-elle en prenant la dernière gorgée de café froid. À 42 ans, Lina n'était plus l'étoile montante du journalisme d'investigation. Une enquête controversée sur la corruption politique, 3 ans plus tôt, lui avait coûté cher. La personnalité puissante qu'elle avait dénoncée avait poursuivi le journal, bien que les preuves fussent réelles, la pression avait été trop forte. Lina n'avait jamais été officiellement licenciée, cela aurait suscité plus de scandales, mais elle avait été progressivement écartée des sujets majeurs et reléguée à des articles superficiels et des chroniques lifestyle. La maison qu'elle possédait autrefois dans un quartier chic avait été échangée contre cet appartement d'une chambre en centre-ville, moins cher, ironiquement, plus proche des vraies histoires qui se déroulaient dans les rues. Elle jeta un coup d'œil à l'ordinateur portable ouvert sur la table. L'écran affichait l'ébauche de sa prochaine chronique, 10 super endroits pour l'happy hour en ville. Elle referma brusquement le couvercle, incapable de continuer avec une telle futilité. Son téléphone sonna. C'était Marcus, son rédacteur en chef actuel. « Lina, où en est cet article sur les bars ? La deadline est dans 2 heures. » « Je le termine, » mentit-elle en passant la main dans ses cheveux sombres qui montraient maintenant quelques mèches grises. « Mais je pensais proposer autre chose ?» Le soupir à l'autre bout du fil fut presque audible. « On ne touche pas à l'affaire Crane, si c'est à ça que tu penses. »« Pourquoi pas ? C'est la plus grosse histoire en ville. »« Exactement. Tout le monde la couvre. Qu'est-ce que tu pourrais bien ajouter ?» Lina hésita. Ce qui la tourmentait depuis 2 jours n'était pas facile à expliquer sans paraître folle. « J'étais là, Marcus, au moment de l'arrestation. Toi et 200 autres personnes, dont 20 journalistes. J'ai vu quelque chose de différent. » Lina ferma les yeux, essayant de structurer ses pensées. 2 enfants. Des filles. Elle criait qu'il était innocent. Qu'elles avaient vu qu'il avait fait. Il y eut un silence à l'autre bout, suivi d'un rire sans joie. « Des gamines des rues, Lina ? C'est sur ça que tu veux baser une histoire ? Depuis quand les mendiantes sont-elles des sources fiables ?» Lina sentit son visage brûler. C'était précisément ce genre d'attitude qui l'éloignait de plus en plus du journalisme actuel. Superficiel, partial, désintéressé par la vérité. Elle pourrait savoir quelque chose, insista-t-elle. Écoute, j'ai lu le rapport de police. Les preuves contre Crane sont solides. Documents signés, virements bancaires, témoins. C'est une affaire classée d'avance. Depuis quand acceptons-nous la version de la police sans discuter ? Qu'est-il arrivé à vérifier, vérifier et encore vérifier ? Marcus laissa échapper un long soupir. Lina, tu es talentueuse. Tu l'as toujours été. Mais cette obsession pour la conspiration nuit à ta carrière. Crois-moi, je te dis ça en ami. Envoie l'article sur les bars avant la fin de la journée, d'accord ? Et oublie ces enfants.
L'appel se termina avant qu'elle ne puisse répondre. Lina jeta son téléphone sur le canapé et se leva, agitée. Elle se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la rue animée. Les voix de ses filles ne la quittaient pas. Il n'a rien fait. Nous avons vu qu'il a fait. Ce n'était qu'un instant, un éclair au milieu du chaos. Mais il y avait quelque chose de si sincère dans ce cri que cela l'avait frappé comme un coup de poing. Ce n'étaient pas des adultes cherchant l'attention ou semant le désordre. C'étaient des enfants, bien trop jeunes pour comprendre les implications de ce qu'elle disait, mais assez âgés pour reconnaître l'injustice. Lina attrapa sa veste et un petit appareil photo. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de Marcus. S'il y avait une histoire, elle la trouverait. Et s'il n'y en avait pas, au moins elle aurait essayé. Elle se le devait, à elle-même, au journalisme auquel elle croyait encore, et à ces voix que personne d'autre ne semblait avoir entendues. Pendant 2 jours, Lina ratissa la zone autour du lieu de l'arrestation. Elle parla aux gardes de sécurité, aux serveurs, aux vendeurs ambulants, à quiconque aurait pu remarquer les filles. Certaines personnes se souvenaient vaguement de 2 fillettes mendiants, mais personne ne savait où les trouver. Tard dans l'après-midi du 2e jour, épuisée et sur le point d'abandonner, elle s'arrêta dans un dîner du coin pour un café. En attendant sa commande, elle entendit la serveuse parler au cuisinier. « Les jumelles sont encore passées aujourd'hui. Je leur ai donné le reste d'un sandwich. Pauvre petite. » Lina leva brusquement la tête, alerte. « Excusez-moi, interrompit-elle. Vous avez parlé de jumelles ?» La serveuse, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants, hocha la tête. « 2 petites filles qui passent par ici parfois. Toujours ensemble, toujours avec les mêmes vêtements usés. Je leur donne à manger quand je peux. Savez-vous où elles logent ? C'est important. » La femme la regarda avec méfiance. « Je suis journaliste, » expliqua Lina en montrant sa carte de presse, déjà défraîchie mais toujours valide. « Je pense que ces filles ont été témoins de quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait aider un homme innocent. » La serveuse hésita, mais quelque chose dans l'expression de Lina sembla la convaincre. « Il y a un marché abandonné à 3 pâtés de maison d'ici. Parfois, je les vois y entrer tard dans l'après-midi. Mais soyez douce. Elles sont farouches. Et si vous leur voulez du mal ? Jamais, assura Lina, laissant un généreux pourboire sur le comptoir. Merci. Vraiment. » Le marché abandonné se dressait comme un fantôme urbain au milieu de bâtiments fraîchement rénovés. Fenêtres brisées, murs couverts de graffitis et un grand cadenas rouillé sur la porte principale qui n'empêchait pas les gens d'entrer par les côtés. Lina fit le tour du bâtiment jusqu'à ce qu'elle trouve une ouverture, un panneau métallique partiellement arraché, laissant juste assez d'espace pour se glisser à l'intérieur. L'intérieur était humide et sombre, avec peu de lumière filtrant par les hautes fenêtres. Des étagères vides et rouillées créaient un labyrinthe de métal et d'ombre. « Bonjour », appela-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Y a-t-il quelqu'un ? Je ne vous ferai pas de mal. Je veux juste parler. » Silence. Lina avança prudemment, essayant de ne pas trébucher sur les débris au sol. Quelque chose bougea dans l'ombre, trop rapide pour être identifié. Un rat, peut-être. Ou peut-être pas. « Je vous ai vu », dit-elle fort. « La nuit où cet homme a été arrêté. Vous avez crié qu'il était innocent, que vous aviez vu qu'il avait fait. Je vous crois. » Plus de silence. Mais il y avait une qualité différente maintenant, comme si quelqu'un écoutait très attentivement. « Je m'appelle Lina. Je suis journaliste. Je veux aider si je peux. » Un murmure vint de quelque part sur sa droite. Puis un autre, comme une brève dispute. Lina resta immobile, attendant. Finalement, 2 petites silhouettes émergèrent de derrière une pile de caisses en bois. Des filles identiques, aux cheveux bruns emmêlés et aux vêtements bien trop grands pour leur corps mince. « Vous étiez là », dit doucement Lina, les reconnaissant. La nuit de l'arrestation. Les filles se regardèrent, décidant clairement si elles devaient lui faire confiance. L'une fit un petit pas en avant. « Comment savons-nous que vous n'êtes pas son amie ?» demanda-t-elle, la voix ferme malgré la peur visible dans ses yeux. « L'ami de qui ? » Du méchant. Celui avec la mallette. Lina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait vraiment quelque chose. « Je ne connais aucun homme avec une mallette, » répondit-elle honnêtement. « J'essaie de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. Tout comme vous. » La fille qui semblait prendre les devants hocha lentement la tête, l'évaluant. « Je m'appelle Lily, » dit-elle enfin. « Et voici Leia. »« Ce sont de jolis noms, » sourit Lina. « Vous vivez ici ?» Les jumelles échangèrent de nouveau un regard.
On se cache ici parfois, répondit Leia, sa voix plus douce que celle de sa sœur. C'est plus sûr que la ruelle quand il pleut. Lina sentit un pincement au cœur. Si jeune, et elles en savaient déjà tant sur la survie. Puis-je m'asseoir ? Demanda-t-elle en indiquant le sol. Mes jambes sont fatiguées de vous chercher. Les filles hochèrent la tête en silence. Lina s'assit par terre, posant son sac à côté d'elle. Elle ne voulait pas les intimider en restant debout. Je vous ai vu crier la nuit de l'arrestation, commença Lina. Vous avez dit que l'homme était innocent. Que vous aviez vu qu'il avait fait. Qu'avez-vous vu exactement ? Lily jeta un coup d'œil à Leia, qui hocha la tête pour l'encourager. On cherchait à manger, 3 jours avant, commença Lily, près de ces grands immeubles en verre dans le quartier financier. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Beaucoup de gens en costume. Lina hocha la tête, la laissant continuer. On a vu 2 hommes se disputer. L'un était en colère au téléphone. Il avait une mallette noire. Ce n'était pas l'homme qui a été arrêté, intervint Leia, complétant le récit de sa sœur. Il avait une grosse montre en or, très brillante, et il parlait fort, disait de mauvaises choses. Quel genre de mauvaises choses ? Demanda doucement Lina. Quelque chose à propos d'argent et de faire croire que quelqu'un d'autre avait fait quelque chose, dit Lily, fronçant les sourcils dans un effort de mémoire. On n'a pas tout compris. Et vous êtes sûr que ce n'était pas l'homme qui a été arrêté, Noah Crane ? Absolument sûr, affirmèrent-elles toutes les deux à l'unisson. Mais ils se ressemblent, ajouta Leia. Comme des frères. Lina sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Noah Crane avait un frère, Caleb Crane. Ils travaillaient ensemble dans l'entreprise familiale, si elle se souvenait bien. Avez-vous revu cet homme depuis ce jour-là ? Lily secoua la tête. Non, mais Leia semblait incertaine. Je crois que je l'ai vu à la télé, dit-elle timidement. Dans une émission. Quelle émission ? Je ne connais pas le nom. Il parlait de l'homme qui s'est fait arrêter, il disait des choses tristes. Un frisson parcourut l'échine de Lina. Caleb Crane avait donné plusieurs interviews depuis l'arrestation de son frère, exprimant un profond regret et un choc face à la trahison. Il a dit qu'il allait s'occuper de l'entreprise maintenant, continua Lily, pendant que l'autre type est en prison. Tout cela prenait un sens terrible pour Lina, un frère aîné piégeant le plus jeune pour prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Cela semblait cliché, mais les clichés existent pour une raison. Ils arrivent souvent. Vous êtes très observatrice, les complimenta Lina, et très courageuse d'essayer d'aider. Peu d'adultes feraient la même chose. Les filles esquissèrent des sourires timides aux compliments. Lina réalisa qu'il était probablement rare pour elle d'entendre quelque chose de positif à leur sujet. Que diriez-vous de me montrer où vous avez vu ces hommes ? On pourrait y aller ensemble. Leurs sourires disparurent, remplacés par la peur. Et s'il nous voit ? Demanda Leia, la voix légèrement tremblante. Il ne vous verra pas, assura Lina. On regardera juste de loin. Et ensuite, je vous promets de vous emmener manger quelque chose de bon. Qu'en dites-vous ? La mention de nourriture fit briller leurs yeux, mais il y avait encore de l'hésitation. Finalement, Lily parla pour elles deux. D'accord. Mais si on le voit, on court. Marché conclu. Le quartier financier était presque vide au crépuscule. La plupart des cadres étaient déjà rentrés chez eux, ne laissant que les gardes de sécurité et les équipes de nettoyage dans les imposants bâtiments de verre. C'est arrivé là. Lily pointa discrètement un bâtiment au coin de la rue, juste à côté de cette porte. Lina observa l'endroit. C'était le siège de Crane Enterprises, l'empire désormais sous le contrôle unique de Caleb. Et où étiez-vous ? Derrière ces bennes à ordures, indiqua Leia. On attendait que le restaurant jette les restes. Lina sortit son petit appareil photo et prit des photos discrètement, essayant de visualiser la scène telle que les filles l'avaient décrite. Les pièces commençaient à s'emboîter, mais il lui manquait encore des preuves solides. Le témoignage d'enfant ne suffirait pas à faire annuler une accusation formelle, surtout contre quelqu'un d'aussi puissant. Regardez, il y a des caméras là-haut, nota-t-elle, repérant des dispositifs de sécurité autour du bâtiment. Elles ont peut-être enregistré la conversation. C'est bien ou c'est mal ? Demanda Lily, clairement inquiète. Bien, très bien, sourit Lina. Ça veut dire qu'on peut prouver ce que vous avez vu. Pendant qu'elle parlait, une voiture sombre s'arrêta devant le bâtiment. Lina tira instinctivement les filles derrière une colonne. Un homme grand et bien habillé sortit du véhicule. C'est lui, chuchota Leia, agrippant la main de sa sœur. L'homme à la mallette.
Lina regarda attentivement. Caleb Crane. Elle ne l'avait jamais vu en personne, seulement en photo et dans les reportages. La ressemblance avec Noah était frappante, mais il y avait autre chose. Une dureté dans son regard, une tension dans ses épaules. Et à son poignet, une montre en or brillait sous la lumière du lampadaire. « Allons-y », dit rapidement Lina, éloignant les filles. « J'en ai assez vu. » Dans un dîner voisin, Lina regarda les jumelles dévorer des hamburgers avec une faim qui lui serra le cœur. Pendant qu'elle mangeait, elle réfléchissait à la prochaine étape. Elle avait une piste et des témoins, mais elle avait aussi un adversaire puissant qui n'hésiterait pas à faire taire quiconque menacerait ses plans. « Où dormez-vous » demanda-t-elle nonchalamment, essayant de ne pas paraître intrusive. « Dans la ruelle derrière le magasin de chaussures » répondit Lily entre deux bouchées. « On a un coin là-bas. » « Toute seule » Les filles hochèrent la tête comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Et vos parents » Un lourd silence tomba sur la table. Leia baissa les yeux sur son assiette. Lily fut celle qui répondit, sa voix soudainement plus vieille que ses années. « Notre maman est morte. Et papa a disparu. »« Je suis tellement désolée, » dit sincèrement Lina. « Depuis combien de temps êtes-vous dans la rue » Lily haussa les épaules. « Pas sûr. Depuis l'hiver dernier. » Plus d'1 an, donc. 2 enfants, seuls, survivant par leurs propres moyens, invisibles pour un système qui aurait dû les protéger. Une décision se forma dans l'esprit de Lina, si claire et certaine qu'elle la surprit. « Vous ne pouvez pas retourner dans cette ruelle, » dit-elle fermement. « Ce n'est pas sûr, surtout maintenant. »« Pourquoi » demanda Leia, alarmée. « Parce que vous êtes des témoins importants. Si Caleb Crane découvre que vous avez vu ce qu'il a fait, ça pourrait être dangereux. » « Mais on n'a nulle part où aller, » dit Lily, pragmatique comme toujours. Lina prit une profonde inspiration. Ce qu'elle s'apprêtait à offrir était complètement impulsif, probablement imprudent, et compliquerait certainement sa vie déjà compliquée. Mais en voyant ses visages sales et ses yeux bien trop sages pour leur âge, elle sut qu'elle n'avait pas d'autre choix. « Vous pouvez rester avec moi » proposa-t-elle. « Pour l'instant, jusqu'à ce qu'on arrange ça. » Les filles la regardèrent avec méfiance, habituées à ne jamais faire confiance à une offre qui semblait trop belle pour être vraie. « Pourquoi » demanda crûment Lily. « Pourquoi nous aideriez-vous » Lina aurait pu mentionner l'histoire, la chance de reconstruire sa carrière, l'opportunité de faire tomber un criminel puissant. Tout cela était vrai, mais incomplet. « Parce que vous avez eu le courage de crier la vérité quand tout le monde croyait au mensonge, » répondit-elle honnêtement. « Et parce que personne d'autre ne semble vouloir vous protéger. » Les jumelles se regardèrent, ayant une de ces conversations silencieuses que seules les jumelles semblent capables d'avoir. Finalement, elles hochèrent toutes les deux la tête. « Vous m'avez fait confiance avec votre histoire » dit Lina en posant ses mains sur la table. « Maintenant, faites-moi confiance avec votre sécurité. » Après un moment d'hésitation, 4 petites mains se posèrent sur les siennes. Un pacte silencieux se forma entre une journaliste qui croyait encore à la vérité et 2 enfants qui n'avaient jamais eu de raison de croire en quoi que ce soit. L'appartement de Lina s'était transformé en un centre d'investigation improvisé. Les murs, auparavant couverts uniquement de vieilles coupures de journaux, affichaient désormais une mosaïque d'informations sur l'affaire Crane. Photographies, coupures, notes et lignes colorées reliant différents éléments. Quiconque entrait aurait pu penser qu'il était entré dans le bureau d'un détective obsessionnel ou d'une folle. Lina préférait la première étiquette, bien qu'elle soupçonnât que beaucoup choisiraient la seconde. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait trouvé Lily et Leia dans le marché abandonné. 3 jours de découverte et de planification. Choisir de ne pas publier immédiatement une histoire sur le témoignage des filles n'avait pas été facile, mais c'était nécessaire. Marcus rejetterait ça comme une fantaisie enfantine, maugréa-t-elle en feuilletant une autre pile de documents. Et pire, ça alerterait Caleb. Caleb Crane. Le nom dominait maintenant ses pensées. Le frère aîné, toujours dans l'ombre du plus réussi et charismatique Noah ou du moins, c'est ce que prétendaient les profils médiatiques. Maintenant, avec Noah en prison, Caleb était apparu comme le nouveau chef de l'Empire Crane. Bien trop commode pour être une coïncidence. Son téléphone vibra avec un SMS. C'était de Clara Wilson, un ancien contact au bureau du procureur local avec qui elle était restée en contact au fil des ans. « J'ai ce que tu as demandé. Rendez-vous à notre café habituel dans 1 heure. » Lina jeta un coup d'œil à l'horloge. 7h30 du matin. Elle se prépara rapidement et partit.
Le café habituel était en fait un petit dîner éloigné des endroits fréquentés par les journalistes et les avocats d'affaires. Clara l'attendait déjà à une table d'angle, une enveloppe Kraft devant elle. « Je prends des risques inutiles pour toi, Lina », dit la femme au lieu de la saluer. « Mon patron me tuerait s'il l'apprenait. » Clara travaillait au bureau du procureur, avec un accès privilégié aux documents des affaires en cours. Elles avaient une vieille amitié datant de l'époque où Lina était encore considérée comme une journaliste respectée. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Lina prit une gorgée du café que la serveuse venait d'apporter. « Que as-tu trouvé ?» Clara poussa l'enveloppe sur la table. Les preuves contre Noah Crane sont solides, du moins en surface. Documents signés, virements bancaires, emails, le genre de choses qui convainc les jurys. Mais Lina sentit qu'il y avait un mais. Mais il y a des incohérences dans les dates, les heures d'accès, des divergences de métadonnées. Rien qu'un procureur ne considérerait pertinent sans preuve solide de manipulation. Comme un témoin qui a entendu Caleb Crane menacer quelqu'un, parler de faire croire que quelqu'un d'autre l'avait fait. Clara fronça les sourcils. « Tu as un témoin ?» Lina hésita. Elle ne pouvait pas encore exposer les filles. « J'enquête sur cette possibilité. » Eh bien, qui que ce soit, il leur faudra plus que des mots. La défense de Noah se concentre sur des détails techniques, affirmant que les preuves ont été obtenues illégalement. Personne ne remet en question leur authenticité. C'est étrange, réfléchit Lina. Si Noah est innocent, pourquoi ne dit-il pas que les preuves ont été falsifiées? Peut-être qu'il ne le sait pas. Ou peut-être? Clara laissa la pensée en suspens, qu'il protège quelqu'un, termina Lina. Comme un frère. Clara but son café, évitant le regard de Lina. Je ne te demande pas ce que tu manigances. Je ne veux pas savoir. Mais sois prudente, Lina. La famille Crane a des relations puissantes. Si Caleb a vraiment fait ce que tu suggères, il n'hésitera pas à faire taire quiconque pourrait le démasquer. J'y ai pensé, dit Lina, pensant aux 2 enfants qui pourraient être la clé de toute l'affaire. C'est pourquoi je suis discrète. Clara hocha la tête en se levant. L'audience préliminaire est dans 2 semaines. Si tu as quelque chose, il te le faut avant. Après le départ de Clara, Lina resta à table, feuilletant les documents de l'enveloppe. Des photos d'une scène de crime, bien qu'il n'y ait pas de crime physique, juste numérique, des copies de relevés financiers montrant des transferts suspects, des documents qui prouvaient supposément la culpabilité de Noah. Pour un œil non averti, cela semblait irréfutable. Mais après 15 ans à enquêter sur la corruption, Lina avait développé un 6e sens pour savoir quand quelque chose clochait. Et tout dans cette affaire semblait clocher. De retour à son appartement, Lina organisa les nouvelles informations sur sa fresque improvisée. Elle devait revoir Lily et Leia, leur montrer quelques photos pour confirmer l'identité de Caleb, mais elle craignait de les exposer à plus de danger. Pour l'instant, elle maintiendrait un contact minimal, utilisant la serveuse du dîner comme intermédiaire. Elle étala plusieurs photos sur la table, des clichés de Caleb lors de divers événements sociaux, certains avec Noah, d'autres seuls. Elle les prépara pour les montrer aux filles lors de leur prochaine rencontre. Sa théorie prenait forme. Caleb avait piégé son frère. Il avait falsifié des preuves, possiblement avec l'aide de quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Mais pourquoi? Jalousie, argent, pouvoir, toutes les options semblaient plausibles. Elle avait besoin de plus d'informations sur la relation entre les frères. Lina consulta ses anciens dossiers et archives numériques, cherchant des articles qu'elle avait écrits sur la famille Crane au fil des ans. Elle trouva quelques profils d'entreprise, des notes sur des événements caritatifs, mais rien de substantiellement révélateur. Elle se tourna alors vers un autre contact. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « David, c'est Lina Martinez. Je sais que ça fait un moment, mais j'ai besoin d'une faveur. » David qui m'avait été son photographe sur de nombreuses histoires importantes. Maintenant, il travaillait en freelance, couvrant principalement des événements sociaux pour l'élite de la ville ou les mêmes cercles que fréquentaient les frères Crane. « Lina. Waouh, c'est vraiment toi? Ça fait une éternité. Comment va la vie à couvrir les articles People ?» Le ton légèrement ironique ne passa pas inaperçu. « Ennuyeuse, c'est pourquoi je suis sur quelque chose de plus substantiel, » répondit-elle honnêtement. « J'ai besoin d'informations sur Noah et Caleb Crane. Rumeurs, ragots, tout ce qui n'est pas parvenu à la presse. Les frères pas si unis? David rit. Quelque chose de spécifique en tête? Leur relation, comment ils interagissaient? Y avait-il des tensions?
Eh bien, ce n'était pas exactement un secret dans les cercles intimes. Caleb a toujours mal supporté le fait que Noah ait pris le contrôle de l'entreprise, même s'il était plus jeune. Il y a eu des moments très gênants lors de certains événements. Lina prit rapidement des notes. Que veux-tu dire par gênant? Des disputes à voix basse dans les coins, Caleb buvant trop et faisant des commentaires acerbes. Une fois, l'année dernière, je l'ai entendu dire à quelqu'un que Noah ne méritait pas l'héritage de leur père. Bien sûr, tout cela se passait en coulisses, en public, ils formaient la famille parfaite. Penses-tu que Caleb serait capable de saboter son propre frère? Il y eut une pause sur la ligne. Lina, dans quoi t'embarques-tu? Réponds-moi juste. C'est important. David soupira. Oui. Absolument. Honnêtement, je suis surpris que ça ait pris autant de temps. Un frisson parcourut l'échine de Lina. Ce n'était pas juste une théorie du complot. Il y avait un vrai mobile, une histoire, un schéma de comportement. J'ai besoin de photos d'eux ensemble. Tout ce que tu as, surtout les inédites. Je peux te les procurer. Mais Lina, sois prudente. Les crânes ont des amis partout. Après avoir raccroché, Lina regarda le tableau de preuves qu'elle avait créé. Quelque chose d'important manquait. Comment protéger ces témoins clés? Lily et Leia vivaient toujours dans la rue, vulnérables à quiconque voudrait les faire taire. Elle avait besoin d'un endroit sûr pour elle, mais ne pouvait pas simplement les amener en permanence à son appartement sans éveiller les soupçons. Il y avait des complications légales, des questions de garde, et le risque que Caleb les découvre. Elle avait besoin d'un meilleur plan. Elle pensa à Clara, qui connaissait des travailleurs sociaux dignes de confiance, ou à David, qui avait des relations avec des refuges discrets. Mais chaque option comportait de nouveaux risques, impliquant plus de personnes dans le secret. Pour le moment, elle rencontrerait les jumelles dans des lieux neutres, changeant toujours d'endroit, n'établissant jamais de routine. Elle avait besoin de plus de temps pour rassembler des preuves solides avant de passer à l'étape suivante. La décision d'enquêter à fond avant de publier semblait plus juste d'heure en heure. Ce n'était pas juste une histoire. C'était une mission pour la justice. Pour Noah Crane, accusé à tort. Pour Lily et Leia, qui risquaient tout pour dire la vérité. Et pour elle-même, une journaliste qui avait perdu son chemin mais trouvait maintenant un nouveau but. Elle regarda de nouveau le tableau, les lignes reliant les faits, les visages de Noah et Caleb, ses notes sur deux petits témoins que personne d'autre n'avait entendus. Elle savait que chaque mouvement devait être prudent, chaque source vérifiée 2 fois, chaque théorie testée. Elle protégerait Lily et Leia sans alerter Caleb. Car si elle avait raison, elle ne découvrait pas seulement une fraude d'entreprise ou une affaire de corruption typique. Elle exposait une trahison familiale, un plan méticuleux pour détruire un frère. Et des gens capables de cela n'hésiteraient pas à éliminer une journaliste intrusive et 2 jeunes témoins gênants. Le soleil de l'après-midi chauffait les trottoirs de la ville, créant des vagues de chaleur qui montaient de l'asphalte. Lily et Leia marchaient main dans la main, comme toujours lorsqu'elles s'aventuraient loin de leur cachette. Leur rencontre avec Lina, quelques jours plus tôt, avait changé quelque chose en elles. Elles n'étaient plus seulement des survivantes invisibles. Maintenant, elles étaient des témoins importants. « Tu crois que la dame journaliste va vraiment aider l'homme en prison ?» demanda Leia en sautillant par-dessus une fissure du trottoir. Lily haussa les épaules, toujours prudente. « Peut-être. Les adultes promettent beaucoup de choses. Mais elle nous a écoutés. Personne ne nous écoute jamais. » Sur ce point, Lily devait être d'accord. Lina était différente. Elle ne les avait pas traités comme des fantômes ou des nuisances. Elle les avait regardés dans les yeux, posé des questions, les avait crus. Et surtout, elle ne les avait pas forcés à entrer dans un refuge officiel qui risquait de les séparer. Elle nous a dit d'être prudente, se souvint Lily, de ne parler à personne d'autre de ce qu'on a vu. Elle se trouvait dans un quartier commerçant, à la recherche de restes de nourriture ou d'un petit travail qui pourrait leur rapporter quelques pièces. C'est alors qu'elles passèrent devant un magasin d'électronique, sa vitrine remplie de téléviseurs, tous réglés sur la même chaîne. Leia s'arrêta brusquement, serrant si fort la main de sa sœur que cela lui fit mal. Lily, chuchota-t-elle, la voix tremblante. Regarde. Sur le plus grand écran, au centre, un homme bien habillé parlait au journaliste. La légende disait, Caleb Crane, frère de Noah, prend la tête de Crane Enterprises. C'était lui. L'homme à la mallette noire. Celui à la montre en or. Le même visage qu'elles avaient vu cette nuit-là, se disputant devant l'immeuble. Le même homme qui avait menacé de faire croire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est lui, murmura Leia, comme si elle avait peur qu'il puisse l'entendre à travers la vitre.
L'homme à la mallette. Lily resta figée, fixant le visage à l'écran. Maintenant, cela avait encore plus de sens. Ce n'était pas un étranger quelconque. C'était le frère de l'homme qui avait été arrêté. Engagé à maintenir un héritage d'excellence. Malgré la trahison tragique que nous ressentons tous, disait Caleb Crane, sa voix douce et posée, rien à voir avec le ton menaçant qu'il avait utilisé cette nuit-là. Une femme s'approcha des filles. Si triste, n'est-ce pas? Une famille si respectée, commenta-t-elle, n'attendant pas de réponse. Lily entraîna Leia, toutes deux s'éloignant aussi vite qu'elles le pouvaient sans courir réellement. Elles tournèrent un coin, puis un autre, marchant de plus en plus vite. Il faut le dire à Lina, dit Leia, essoufflée. Maintenant, on sait qui il est. Croira-t-elle en nous? Demanda Lily, toujours sceptique. Elle nous a déjà cru une fois. Et maintenant, on a un nom. C'est le frère du type qui s'est fait arrêter. Lily hocha la tête, un plan se formant dans son esprit. Allons à cet immeuble de journaux où elle travaille. Elle nous a montré l'adresse la dernière fois, tu te souviens? Leia acquiesça, et elles changèrent de direction, marchant maintenant avec une détermination renouvelée. Elles voyagèrent pendant près d'une heure, traversant des quartiers de plus en plus animés, jusqu'à ce qu'elles aperçoivent le bureau du journal, un vieil immeuble en briques rouges avec de grandes fenêtres en verre. Dehors, elles hésitèrent. L'endroit avait l'air intimidant, avec des gens bien habillés qui entraient et sortaient en se pressant. Qui ferait attention à deux gamines dépenaillées? On entre ensemble, décida finalement Lily. Si quelqu'un essaie de nous arrêter, on dit que c'est urgent. On doit parler à Lina Martinez. Avec un courage retrouvé, elles franchirent les portes tournantes, ignorant les regards curieux et suspicieux. Un garde de sécurité haussa les sourcils en les voyant. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher, les filles aperçurent Lina traversant le hall avec une pile de papier dans les bras. « Mademoiselle Lina », appela Leia, sa voix aiguë résonnant dans le grand espace. Lina se retourna, surprise. Pendant un instant, elle ne les reconnut pas. Puis ses yeux s'écarquillèrent. « Les filles, qu'est-ce que vous faites ici ?» On l'a vu, lâcha Leia, essoufflée, à la télé. L'homme à la mallette. Lina balaya rapidement la pièce du regard, remarquant les regards curieux de ses collègues. Ce n'était pas l'endroit pour cette conversation. « Venez avec moi », dit-elle doucement, les éloignant des oreilles indiscrètes. Elle les guida dans un couloir latéral jusqu'à une petite salle de réunion vide. Elle ferma la porte et tira les stores. « Maintenant, dites-moi exactement ce que vous avez vu », demanda-t-elle en posant un enregistreur sur la table. « C'est important. » Il était à la télé, commença Lily avec enthousiasme. Le type qu'on a vu cette nuit-là. Le nom en dessous de lui disait Caleb Crane. Et il parlait de l'homme qui s'est fait arrêter, ajouta Leia, il disait des choses tristes, comme s'il était inquiet. C'est le frère de l'homme qui s'est fait arrêter? Demanda Lily, regardant Lina droit dans les yeux. Lina hocha lentement la tête, son expression sérieuse. Oui, Caleb et Noah Crane sont frères. Elle marqua une pause, organisant ses pensées. Êtes-vous absolument sûr que c'est le même homme que vous avez vu cette nuit-là? Celui avec la mallette? Totalement sûr, répondirent-elles à l'unisson. Il avait la même montre en or, ajouta Leia. Elle brillait à la télé quand il bougeait le bras. Lina prit une profonde inspiration. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté effrayante. Elle vit un garde de sécurité descendre le couloir, lorgnant la pièce avec suspicion. On ne peut pas rester ici, décida-t-elle. Allons quelque part de plus sûr. Elles sortirent discrètement par une porte latérale, évitant le hall principal. En chemin, Lina téléphona à son rédacteur en chef, inventant une excuse selon laquelle elle se sentait malade et devait rentrer chez elle. Un petit mensonge qu'elle paierait plus tard, mais nécessaire sur le moment. « Où allons-nous » demanda Lily alors qu'elle marchait rapidement. « À mon espace de travail personnel » dit Lina avec un léger sourire. « Mon appartement. On pourra y parler sans interruption. » 20 minutes plus tard, elles entrèrent dans le petit mais confortable appartement de Lina. Les filles regardèrent autour d'elle avec curiosité, remarquant immédiatement le tableau d'investigation improvisé sur le mur, rempli de photos, de coupures et de notes sur l'affaire Crane. « Wow » murmura Leia. « On dirait un film de détective. » Lina rit. « C'est un peu ça, oui. Asseyez-vous. Je vais préparer quelque chose à manger pendant qu'on parle. » Tandis que Lina s'affairait dans la cuisine, les filles s'installèrent timidement sur le canapé, toujours fascinées par le tableau. Bientôt, Lina revint avec des sandwichs, du lait et quelques fruits,
un festin pour des enfants habitués au reste. Servez-vous, les encouragea-t-elle. Maintenant, je veux tout entendre depuis le début. Entre deux bouchées affamées, les jumelles commencèrent à raconter leur histoire. Comment elles cherchaient de la nourriture près du quartier financier, comment elles s'étaient cachées derrière des bennes à ordures quand elles avaient vu les deux hommes se disputer. Il était vraiment en colère, expliqua Lily. D'abord il parlait au téléphone, puis l'autre homme est arrivé. Et ils ont commencé à se disputer, continua Leia. L'homme à la montre, Caleb, a donné une mallette à l'autre homme. L'autre homme a dit qu'il ne ferait pas quelque chose, que c'était illégal. Lily fronça les sourcils, essayant de se souvenir des mots exacts. Alors Lina sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était pratiquement un aveu de coup monté. Vous étiez assez proche pour tout entendre clairement? Les filles hochèrent la tête. On a de bonnes oreilles, expliqua Leia. Dans la rue, il faut tout entendre. Et voir sans être vu, ajouta Lily. Lina les regarda avec un mélange d'admiration et de tristesse. Si jeune, et déjà si adepte de la survie. Alors qu'elle finissait de détailler la rencontre, la montre en or, la mallette noire, le ton menaçant, une question se faisait de plus en plus pressante dans l'esprit de Lina. « Pourquoi vivez-vous dans la rue » demanda-t-elle finalement, après qu'elles eurent fini de décrire la confrontation. « Où sont vos parents » Un lourd silence s'installa dans la pièce. Les jumelles échangèrent cette conversation silencieuse qu'elles avaient souvent. Lily prit la parole, sa voix sonnant soudain beaucoup plus vieille que celle d'une enfant. « Notre maman est morte il y a presque 2 ans. Elle est tombée très, très malade, ajouta Leia, les yeux baissés. Et votre père ? Insista doucement Lina. Il a disparu, répondit crûment Lily. Juste après sa mort. Il a dit qu'il allait chercher des médicaments et n'est jamais revenu. Le cœur de Lina se serra. C'était une histoire tragiquement commune. Des enfants abandonnés dans un système qui les voyait rarement. On n'avait pas d'autres parents, continua Leia. Des voisins se sont occupés de nous pendant un moment, mais ensuite des gens sont venus qui voulaient nous emmener dans un endroit avec d'autres enfants, expliqua Lily. Mais ils allaient nous séparer, nous mettre dans des foyers différents. On s'est enfui, termina Leia. Mieux vaut rester ensemble dans la rue qu'être séparés dans des foyers. Lina prit une profonde inspiration, essayant de contenir l'émotion qui la submergeait. 2 enfants qui avaient choisi la faim et le froid plutôt que d'être séparés, qui avaient survécu seuls si longtemps, qui avaient eu le courage d'aider un étranger en voyant une injustice. Et maintenant, ces mêmes enfants étaient en danger à cause de ce qu'elles savaient. « Vous ne pouvez pas retourner dans la rue » dit fermement Lina. « Ce n'est pas sûr. Pas maintenant. »« Pourquoi » demanda Lily, méfiante. « Parce que ce que vous savez est précieux et dangereux. » Lina se pencha plus près, les regardant dans les yeux. Si Caleb Crane découvre qu'il y a des témoins qui peuvent prouver qu'il a piégé son frère. Elle n'eut pas besoin de finir la phrase. Les filles comprenaient les dangers de la rue mieux que la plupart des adultes. Mais on n'a nulle part où aller. La voix de Leia était faible. Lina les regarda. 2 enfants que le monde avait traités si cruellement, mais qui portaient encore une étincelle de bonté et de justice. La décision vint de son cœur avant même que son esprit ne puisse l'analyser. « Vous venez chez moi », déclara-t-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de son ton. « Vous resterez ici jusqu'à ce qu'on règle ça. » Les filles la regardèrent avec lassitude, trop habituées à ne croire aucune offre qui semblait trop belle. « Pourquoi » demanda directement Lily. « Pourquoi nous aideriez-vous » Lina aurait pu citer de nombreuses raisons. Leur valeur en tant que témoin, sa chance de sauver sa carrière avec cette histoire, la justice pour Noah Crane, tout cela aurait été vrai, mais incomplet. « Parce que vous méritez que quelqu'un croie en vous » répondit-elle honnêtement. « Parce que vous avez été assez courageuse pour parler quand il aurait été plus facile de se taire. Et parce que, hésita-t-elle, ravalant une boule dans sa gorge, personne ne devrait être seul dans ce monde. » Les jumelles se regardèrent, partageant de nouveau une de ces conversations silencieuses de jumelles. Après un moment, elles hochèrent toutes les 2 la tête. « D'accord » accepta Lily. « Mais si ça ne nous plaît pas, on part. » « Marché conclu » sourit Lina en tendant la main. « C'est un pacte » 4 petites mains se posèrent sur la sienne. Un accord silencieux entre 3 personnes réunies par le destin de la manière la plus inattendue. Pendant que les filles finissaient de manger, Lina alla chercher des draps et des couvertures dans son placard.
Elle improvisa un matelas par terre dans son petit bureau, empilant des oreillers autour pour le rendre plus confortable, comme un petit fort. Ce n'est pas grand-chose, dit-elle, soudain gênée par son modeste appartement. Mais c'est sûr. C'est le paradis, murmura Leia, caressant la couverture douce avec admiration. Lily resta plus réservée, mais ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle essayait de cacher. Plus tard, après un bain chaud ou probablement leur premier depuis des semaines, où les filles s'installèrent sur le lit improvisé. Lina apporta du lait chaud avec du miel, s'asseyant à côté d'elle. « Demain, nous devons planifier notre prochaine étape, dit-elle. Ce que vous savez peut aider à libérer Noah Crane. Mais nous devons être prudentes avec la façon dont nous utilisons ces informations. Allez-vous en parler dans le journal ? Demanda Leia. Lina secoua la tête. Pas encore. Nous avons besoin de plus de preuves d'abord. Et nous devons nous assurer que vous êtes toutes les deux en sécurité. Le méchant, Caleb, sera en colère s'il découvre qu'on l'a vu, dit Lily, énonçant ce qu'elle pensait toutes. Il ne le découvrira pas, promit Lina. Je vous protégerai. Lorsque les lumières s'éteignirent et que l'appartement tomba dans l'obscurité, Lina resta éveillée, pensant aux conséquences de sa décision. Elle avait offert son foyer à 2 étrangères. Elle s'apprêtait à affronter l'un des hommes les plus puissants de la ville. Elle plongeait dans une enquête qui pouvait soit restaurer, soit détruire complètement sa carrière. Et pourtant, en entendant la respiration douce des filles endormies, elle sut qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Dans la pièce voisine, Lily et Leia dormaient côte à côte, comme toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas besoin de garder un œil ouvert, prête au moindre bruit. Pour la première fois, elle pouvait simplement être des enfants. « Tu crois que ça va marcher » chuchota Leia, pas encore tout à fait endormie. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Lily. Mais elle nous a entendus. C'est un début. Sur le mur du salon, le tableau d'investigation attendait, pièce d'un puzzle encore incomplet. Demain, avec l'aide de 2 petits témoins, Lina commencerait à les assembler. La vérité était à portée de main, et pour la première fois, elle avait des alliés que personne ne soupçonnerait jamais. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Lily et Leia dans l'appartement de Lina. Elle s'était adaptée étonnamment bien, comme si elle n'attendait qu'un endroit sûr pour vraiment se détendre. Elle faisait encore des cauchemars occasionnels et avait des habitudes étranges, comme cacher de la nourriture dans leur poche ou se réveiller au moindre bruit, mais progressivement, une routine s'installa. Lina travaillait à distance autant que possible, prétendant qu'elle faisait des recherches sur une grosse affaire. Elle ne mentait pas. Elle omettait juste la partie concernant ses sources principales qui vivaient chez elle. Ce matin-là, pendant que les filles dessinaient à la table de la cuisine, Lina passa un appel qu'elle avait reporté. « Clara Wilson, c'est Lina Martinez. Il faut qu'on parle urgemment. Pas au téléphone. » 2 heures plus tard, Lina était assise dans un café discret d'un quartier résidentiel, loin du centre-ville et des lieux de rencontre habituels des journalistes ou des avocats d'affaires. Elle avait laissé les filles avec une voisine âgée, la seule personne en qui elle avait suffisamment confiance. Clara arriva à l'heure, élégante dans un tailleur gris qui contrastait avec son expression préoccupée. « J'espère que c'est important, Lina. J'ai quitté une réunion de préparation pour l'audience préliminaire. C'est à propos de l'audience et de votre client. » Lina jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis fit glisser un dossier sur la table. « J'ai des témoins qui ont vu Caleb Crane se disputer avec quelqu'un 3 jours avant l'arrestation de Noah. Il a explicitement menacé, je ferai en sorte que ça ait l'air que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. » Ma supposition, il parlait de piéger son frère. Clara parut sceptique, mais elle prit le dossier. « Quel genre de témoin ? » ?»« Fiable, » répondit évasivement Lina, mais vulnérable. « Je ne peux pas donner de détails pour l'instant. » L'avocate parcourut les notes détaillées que Lina avait écrites d'après les récits des jumelles. « Ce n'est pas suffisant pour un tribunal, Lina. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Vous avez accès aux dossiers internes de l'entreprise que je ne peux pas obtenir. Nous devons trouver un lien. » Clara hésita, clairement partagée entre le scepticisme professionnel et son propre pressentiment que quelque chose clochait dans cette affaire depuis le début. « Que suggérez-vous exactement ? » Vérifiez les journaux d'accès au système de l'entreprise dans les jours précédant les prétendus transferts illégaux. Voyez qui a accédé au compte de Noah, d'où et à quelles heures. Cherchez des schémas inhabituels. Clara réfléchit un instant. Nous avons fait des vérifications de base, mais pas avec cet angle précis. Elle marqua une pause. Que savez-vous de la relation entre les frères ?
je sais qu'elle n'était pas aussi harmonieuse qu'elle en avait l'air. Caleb a mal supporté pendant des années que Noah, le plus jeune, ait repris l'entreprise à la mort de leur père. Ce n'est pas exactement un secret, mais ce n'est pas non plus de notoriété publique, dit Clara, maintenant plus intriguée. Noah n'a jamais voulu laver leur linge sale en public. Il a toujours protégé Caleb, même quand? Même quand quoi? Clara soupira, baissant la voix. Il était client d'un autre avocat de notre cabinet. Caleb a failli être inculpé pour manipulation de marché il y a 3 ans. Noah est intervenu, a pris la responsabilité de certaines décisions douteuses, a conclu des accords. Il a protégé son frère. Lina sentit un frisson. La pièce manquante. Et maintenant, Caleb ne lui rend pas l'appareil. En fait, s'amusa Clara, si vos soupçons sont exacts, il fait le contraire, utilisant la tendance de Noah à le protéger contre lui. Les deux femmes se regardèrent, la même idée se formant simultanément. Noah sait, dit Lina, il sait ou soupçonne que c'était Caleb, alors il ne prétend pas que les preuves ont été fabriquées. Il protège toujours son frère. Loyauté familiale mal placée, soupira Clara. Il refuse de pointer du doigt Caleb, même si cela signifie rester en prison. Nous avons besoin de preuves irréfutables, décida Lina. Quelque chose que Noah ne pourra pas ignorer. Clara acquiesça, vérifiant sa montre. Revoyons-nous dans 2 jours. J'enquêterai sur les journaux d'accès, les activités suspectes, tout ce qui pourrait étayer votre théorie. Et je creuserai plus profondément les mobiles. Toujours suivre l'argent, n'est-ce pas? 2 jours plus tard, Clara arriva au même café avec une expression à la fois triomphante et inquiète. Sans embâge, elle posa une clé USB sur la table. Vous aviez raison, dit-elle doucement. Tous les documents incriminants ont d'abord été consultés sous le login de Caleb, puis sous celui de Noah. Il pourrait prétendre qu'il examinait simplement les documents de son frère, nota Lina. Oui, sauf que les métadonnées montrent que ces documents ont été créés alors que Noah était en vol pour Seattle. Il était littéralement en l'air, sans Internet, lorsque son login a supposément créé les fichiers. Lina sourit, sentant cette excitation familière qui accompagne une découverte importante. Et les transferts? Tous initiés depuis une IP enregistrée sur l'ordinateur personnel de Caleb, même s'ils ont utilisé les identifiants de Noah. Nos experts ne l'avaient pas remarqué au début parce qu'ils supposaient que Noah aurait pu utiliser l'ordinateur de son frère. Mais ce n'était pas le cas. D'après les journaux d'accès du bâtiment, Noah n'était pas dans le bureau de Caleb ces jours-là. Lina prit la clé USB, sentant combien son poids minuscule contrastait avec l'ampleur de son contenu. Est-ce suffisant pour un tribunal, combiné au témoignage des jumelles sur la menace explicite? Assez pour au moins reporter l'audience préliminaire et lancer une enquête sur Caleb? Et pour faire sortir Noah temporairement? Possiblement, hésita Clara. Mais Lina, cela n'explique toujours pas le mobile. Pourquoi maintenant? Les frères semblaient s'entendre ces dernières années, du moins publiquement. Lina fit glisser un autre dossier sur la table. Le mobile classique, l'argent. J'ai enquêté. Caleb a d'importantes dettes de jeu, plus de 2 millions. Et récemment, Noah a commencé à remettre en question certains investissements risqués que Caleb avait faits au nom de l'entreprise. Clara parcourut les documents, son inquiétude s'approfondissant. Où as-tu obtenu tout ça? J'ai mes sources, dit Lina, pensant à David, son ancien photographe, qui fréquentait maintenant l'élite et entendait bien plus que les gens ne le réalisaient. Le fait est que Noah resserrait les contrôles, prévoyant peut-être de réduire l'autonomie de Caleb dans l'entreprise. Alors Caleb a agi en premier, conclut Clara, voyant comment les pièces s'emboîtaient. Avec Noah en prison, il prend le contrôle total et obtient un accès illimité au fonds de l'entreprise pour couvrir ses dettes personnelles. Clara rassembla les papiers, le visage grave. Je soumets ça à toute l'équipe juridique aujourd'hui. Nous pouvons demander une audience d'urgence et présenter les nouvelles preuves. Et mes témoins? Pour l'instant, garde-les en sécurité. Si nous allons au procès, nous aurons besoin d'eux. Mais espérons que les preuves techniques suffiront pour la phase préliminaire. Lina hocha la tête, soulagée. Moins les filles seraient exposées, mieux ce serait. Bien qu'à un moment donné, si l'affaire progressait, elles devraient probablement témoigner. Tiens-moi au courant de toute évolution, dit Lina alors que Clara se levait. Et Clara, sois prudente. Si Caleb se rend compte que nous savons avant que nous n'agissions officiellement. J'en suis consciente, répondit Clara, pensant aux 2 enfants qui pourraient faire exploser toute l'affaire.
C'est pourquoi nous agissons rapidement. Les deux femmes se séparèrent, chacune prenant une direction différente. En rentrant chez elle, Lina ressentit un mélange de triomphe et d'appréhension. La vérité faisait surface, et la toile de mensonge se dénouait. Mais elle savait aussi que c'était le point le plus dangereux. Quand la vérité émerge, ceux qui veulent la cacher deviennent désespérés. Et les gens désespérés jouent rarement franc jeu. Elle accéléra le pas, pensant aux filles qui l'attendaient. Les petits témoins dont les observations pointues avaient tout déclenché. Elle devait les protéger, non seulement pour l'affaire, mais parce qu'en une semaine à peine, elles étaient devenues bien plus que des sources. Elles étaient devenues sa responsabilité, une responsabilité à laquelle elle ne s'attendait pas mais qu'elle ne pouvait plus imaginer abandonner. Dans sa poche, la clé USB semblait vibrer des vérités qu'elle contenait. Assez de preuves pour commencer à démanteler la fraude soigneusement construite par Caleb. Mais Lina savait qu'une pièce du puzzle manquait encore. Noah devait connaître la vérité. Et plus important encore, il devait cesser de protéger le frère qui l'avait trahi. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Clara entrait dans son bureau avec une mission claire. Et dans une autre partie de la ville, dans un luxueux Penthouse, Caleb Crane recevait un appel discret de quelqu'un au sein du système judiciaire. « Monsieur Crane, nous avons un problème. Quelqu'un examine les journaux d'accès au système de l'entreprise. » La chasse était ouverte. La première fois que Lina remarqua quelque chose d'étrange, ce fut un mardi matin. Une voiture sombre garée de l'autre côté de la rue, avec deux hommes à l'intérieur. Ils ne faisaient rien, ils observaient simplement. Ils auraient pu être des policiers en civil, des détectives privés, ou simplement des voisins attendant quelqu'un. Mais ses instincts de journaliste, aiguisés par des années à couvrir la corruption, déclenchèrent une alarme silencieuse. Elle ferma les rideaux et continua sa journée, décidant de ne pas alarmer les filles avec des soupçons qui pourraient n'être que de la paranoïa. Après tout, il progressait. Clara avait réussi à retarder l'audience préliminaire de Noah avec les nouvelles preuves, et Lina travaillait sur un article détaillé documentant toute l'affaire. Ils étaient si proches. Ce fut Lily qui confirma ses soupçons 2 jours plus tard. Mademoiselle Lina, appela la fillette depuis la fenêtre de la cuisine où elle aidait à faire la vaisselle. Cet homme regarde encore. Lina s'approcha nonchalamment, comme pour vérifier l'évier. Ses yeux repérèrent rapidement la silhouette appuyée contre un lampadaire à une 50aine de mètres. Grand, costume sombre, lunettes de soleil malgré le ciel nuageux, essayant de paraître discret et réussissant exactement le contraire. « Tu l'as déjà vu » demanda-t-elle, gardant sa voix calme. « Hier » répondit Lily, et il y en avait un différent la veille. Il se relaie. Un frisson parcourut l'échine de Lina. Bien sûr que les filles avaient remarqué. Elles avaient survécu dans la rue avec une capacité presque surnaturelle à sentir le danger et à savoir quand elles étaient observées. « Comment sais-tu qu'il nous regarde spécifiquement » Lily haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Il reste au même endroit pendant des heures, regardant toujours cet immeuble. Quand vous partez, l'un d'eux vous suit. Ils m'ont suivi » Lina n'avait rien remarqué. « Hier, quand vous êtes allé acheter du pain » confirma Lily. « Je l'ai vu de la fenêtre. Il gardait ses distances, mais il vous filait. » À ce moment, Leia entra dans la cuisine, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Une autre voiture vient d'arriver, dit-elle doucement. »« Oh quoi ? Il y a un homme à l'intérieur. » Lina prit une profonde inspiration, essayant de contenir la panique. Caleb Crane avait découvert. D'une manière ou d'une autre, il savait qu'elle enquêtait. Peut-être même qu'il était au courant pour les témoins. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'essaie quelque chose de plus radical qu'une simple surveillance. « Devrions-nous partir » demanda Leia, le corps tendu par la familiarité de quelqu'un qui a dû fuir de nombreuses fois. La question transperça Lina comme une lance. Ses enfants, qui commençaient à peine à trouver une certaine stabilité, étaient prêts à faire leurs valises et à repartir. C'était leur vie. Ne jamais appartenir, ne jamais s'installer, toujours fuir. « Non » décida fermement Lina. « Nous ne fuyons pas. C'est notre maison. » Les mots surprirent Lina autant que les filles. Notre maison. Quand son petit appartement était-il devenu un foyer partagé? Quand ses 2 enfants, étrangères jusqu'à récemment, étaient-elles devenues si importantes? Mais ils sont dangereux, souligna Lily, toujours pratique. Cet homme à la mallette, Caleb, les a envoyés. Probablement, acquiesça Lina. Mais ils ne peuvent pas nous toucher. Pas sans conséquence. Elle prit le téléphone et composa un numéro. Clara, c'est Lina.
Nous avons un problème. Je suis surveillé. Oui, j'en suis sûr. La conversation fut brève. Clara promit de contacter un juge ami pour obtenir une ordonnance de protection temporaire. Elle accélérerait également les efforts pour présenter les preuves contre Caleb. Quant à vos sources spéciales, dit Clara avec précaution, vous devez les garder complètement hors de vue. Compris. Nous prenons des précautions. Après avoir raccroché, Lina rassembla les filles dans le salon. Elles avaient besoin d'un plan, et les enfants méritaient de connaître la vérité de la situation. Écoutez attentivement, commença-t-elle, s'asseyant pour être à leur niveau. Ces hommes travaillent probablement pour Caleb Crane. Ils ont découvert que nous enquêtons, mais ils ne savent pas exactement ce que nous avons. Savent-ils pour nous? Demanda Leia, sa voix faible. Ils soupçonnent peut-être que j'ai des témoins, mais je doute qu'ils sachent qui vous êtes. Ils pensent juste que vous êtes des enfants que j'aide. Il n'y avait aucune garantie à cela, bien sûr, mais Lina voulait apaiser les craintes immédiates des filles. Pour l'instant, nous allons prendre quelques précautions. Pas de stationnement près des fenêtres, pas de sortie seule, jamais. Et si quelqu'un sonne à la porte, n'ouvrez pas à moins que je ne dise que c'est sûr. Les jumelles hochèrent la tête solennellement. Pour des enfants de leur âge, elles absorbaient les instructions avec un sérieux impressionnant. Nous savons comment nous cacher, assura Lily. Mais je ne veux pas que vous vous cachiez, répondit Lina en prenant leurs deux petites mains. Je veux que vous viviez, que vous jouiez, que vous vous sentiez en sécurité. Nous devons juste être prudentes pendant encore quelques semaines. Après que nous aurons résolu ça, tout ira bien. Et alors, devrons-nous partir? La question de Leia flotta dans l'air, empreinte à la fois de peur et d'espoir. Lina n'y avait pas réfléchi aussi loin. Quand elle les avait accueillis, elle ne pensait qu'à leur sécurité immédiate en tant que témoin. Mais chaque jour, chaque petit moment, dessiné à la table de la cuisine, les histoires du soir, les petites découvertes sur leurs goûts et leurs aversions, avaient tissé des liens qu'elle n'aurait jamais cru possibles en si peu de temps. La journaliste qui avait vécu seule, concentrée uniquement sur sa carrière, s'inquiétait maintenant des heures de repas et des vitamines, des cauchemars et des discussions sur l'avenir. Non, répondit-elle finalement, se surprenant elle-même par la certitude de sa voix. Vous n'aurez pas à partir, à moins que vous ne le vouliez. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent à l'unisson. Vraiment? Demanda Lily, toujours prudente. On peut rester? Ajouta Leia, son espoir débordant dans sa voix. Lina hocha la tête, sentant des larmes lui piquer les yeux de manière inattendue. Si vous le voulez, cela pourrait être permanent, légal, officiel. Après que tout cela sera terminé. Ces mots flottaient dans l'air, remplis de promesses et de possibilités. Puis, dans un mouvement si soudain qu'il la prit au dépourvu, les deux filles se jetèrent dans ses bras, l'étreignant avec la force désespérée de celle qui trouve enfin un havre de paix après une longue tempête. Nous tiendrons tête à ces méchants, promit Leia, le visage enfoui dans l'épaule de Lina. Nous avons affronté pire, ajouta Lily, toujours pragmatique, même dans les moments d'émotion. Lina les serra en retour, sentant une boule dans sa gorge. Comment deux si jeunes avaient-elles pu affronter tant d'épreuves? Et comment pouvaient-elles encore conserver cette capacité à faire confiance, à étreindre, à aimer? Vous n'êtes plus seuls, murmura-t-elle dans leurs cheveux, une promesse à elle-même plus qu'à elle. Plus jamais. Dehors, les hommes continuaient leur surveillance, inconscients du petit moment de transformation qui se déroulait à l'intérieur de l'appartement qu'ils surveillaient. Ils ne pouvaient pas savoir qu'il assistait, à distance, à la naissance d'une famille. Une famille formée de la manière la plus improbable, par le hasard, par le courage et par un sens partagé de la justice. Une famille désormais prête à affronter ensemble toute menace. Le centre de détention métropolitain était un bâtiment gris et austère, entouré de hauts murs et de barbelés. Lina y était allée de nombreuses fois au cours de sa carrière, interviewant des criminels pour ses reportages. Elle n'aurait jamais imaginé y revenir pour défendre l'innocence de quelqu'un. J'ai apporté tous les documents, dit Clara alors qu'elle traversait le parking en direction de l'entrée, y compris les journaux d'IP et les incohérences de métadonnées. Lina hocha la tête, sentant le poids du dossier qu'elle portait. À l'intérieur se trouvaient des dessins de Lily et Leia, des croquis étonnamment détaillés de l'homme qu'elles avaient vu, de la montre en or, de la mallette noire. Les enfants ont leur propre façon de capturer des détails que les adultes ignorent souvent. Pensez-vous qu'il nous croira? Clara hésita. Noah est extrêmement loyal. Il a toujours protégé Caleb depuis qu'ils sont enfants. Mais c'est aussi un homme juste. Si les preuves sont assez convaincantes?
Elles passèrent la sécurité, remirent leurs affaires et furent fouillées. La procédure était stricte, même pour une avocate et son assistante, la couverture que Lina utilisait pour entrer. La salle de visite des avocats était simple. Une table en métal, 4 chaises, des murs gris, pas de fenêtre, une caméra dans le coin supérieur sans audio. « C'est-il que nous venons » demanda nerveusement Lina en redressant les papiers sur la table. « Il sait que j'ai de nouvelles preuves. Je n'ai pas mentionné vous ni les témoins. » La porte métallique s'ouvrit avec un clang métallique. Noah Crane entra, escorté par un garde. Il paraissait plus mince que sur les photos récentes, avec des cernes sous les yeux et une pâleur qui témoignait de nuit blanche. Pourtant, il se tenait droit, digne. L'uniforme orange de prisonnier semblait complètement déplacé sur un homme comme lui. « Clara » salua-t-il avec un faible sourire avant de remarquer Lina. La confusion traversa brièvement son visage. « Je ne m'attendais pas à de la compagnie. »« C'est Lina Martinez » présenta Clara. « Une journaliste d'investigation. Elle travaille sur votre affaire. » Noah fronça les sourcils, clairement méfiant. « Je n'ai autorisé aucune. » « Elle a des informations que vous devez entendre, » l'interrompit Clara. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Après un moment d'hésitation, Noah obtempéra. Le garde partit, claquant la lourde porte derrière lui. « Monsieur Crane » commença Lina. « La nuit de votre arrestation, 2 fillettes ont crié que vous étiez innocent, qu'elles avaient vu qu'il avait fait. Vous vous en souvenez » Noah parut surpris. « Il y avait tellement de confusion. Tant de gens ?» Il marqua une pause. « Oui, quelqu'un criait quelque chose, mais je n'ai pas pu distinguer. C'étaient 2 jumelles sans abri, très jeunes. Elles ont été témoins de quelque chose 3 jours avant votre arrestation, quelque chose qui pourrait prouver votre innocence. » Lina raconta alors soigneusement ce que Lily et Leia avaient vu, Caleb au téléphone, visiblement contrarié. Sa menace explicite, soit fait. La mallette noire, la montre en or. Le visage de Noah passa par une gamme d'émotions, confusion, incrédulité, douleur, et finalement, une compréhension réticente. C'est... Sa voix vacilla. Comment puis-je croire le témoignage de 2 gamines des rues que je n'ai jamais rencontrées ? Clara ouvrit son dossier, étalant les documents sur la table. Ce n'est pas seulement leur témoignage. Nous avons analysé les journaux d'accès au système de l'entreprise. Les documents vous incriminant ont d'abord été consultés par le login de Caleb, puis le vôtre. Certains ont été créés alors que vous étiez en vol pour Seattle, sans accès Internet. Noah étudia les journaux, son visage devenant plus pâle. Et les virements bancaires ont été initiés depuis une IP liée à l'ordinateur personnel de Caleb, continua Clara, tout en utilisant vos identifiants de connexion. Cela pourrait simplement signifier que quelqu'un d'autre était sur son ordinateur, argua Noah, mais il y avait peu de conviction dans sa voix. Les journaux de sécurité du bâtiment montrent que vous n'étiez pas dans son bureau ces jours-là, contra Clara. Et il y a ça. Lina fit glisser une photo de Caleb dans un casino de luxe sur la table, datée de quelques semaines seulement avant l'arrestation de Noah. Votre frère a d'importantes dettes de jeu, plus de 2 millions. Et vous aviez commencé à remettre en question certains investissements risqués qu'il avait faits au nom de l'entreprise. Noah tenait la photo avec des mains tremblantes. « Où avez-vous obtenu ça ?»« J'ai des sources, » répondit Lina. « Mais ce qui compte vraiment, ce sont les filles. Elles n'ont aucune raison de mentir. Elles ne savaient même pas qui vous étiez jusqu'à ce qu'elles voient Caleb à la télévision après votre arrestation. » Noah mit les documents de côté, passant ses mains sur son visage dans un geste de profonde lassitude. « Pourquoi Caleb ferait-il ça ? Nous sommes une famille. Je l'ai toujours protégé. » « C'est peut-être ça le problème, » dit doucement Lina. « Vous l'avez toujours protégé, même quand il faisait des bêtises. Peut-être qu'il a commencé à croire qu'il n'aurait jamais de conséquences. » Le silence flotta dans l'air. Noah fixait le mur, mais ses yeux semblaient voir quelque chose de lointain. « Au fond de vous, vous saviez, » dit doucement Clara. « Une partie de vous le soupçonnait, n'est-ce pas ?» Noah hocha la tête presque imperceptiblement. « Il y avait des signes. Je les ai ignorés. J'ai préféré penser que je me trompais. » Lina ouvrit son dossier et en sortit les dessins des jumelles. Lily et Leia avaient dessiné ce qu'elles avaient vu, l'homme, la montre, même l'expression sur son visage. Noah étudia les croquis enfantins, la douleur gravée sur ses traits. Les lignes innocentes capturaient parfaitement la montre en or que Caleb portait toujours.
un cadeau de leur père qu'ils n'enlevaient jamais. Ces filles, commença-t-il, la voix tremblante. Où sont-elles maintenant? Elles sont avec moi, répondit Lina. Je les protège. Pourquoi? Pourquoi vous soucieriez-vous de 2 gamines des rues? Pourquoi se soucieraient-elles de moi? C'était une question juste. Lina eut un triste sourire. Elles ont vu une injustice et ont essayé de l'arrêter. Quand tout le monde croyait le pire de vous, 2 enfants que la société ignore au quotidien ont eu le courage de parler. Les mains de Noah tremblaient légèrement alors qu'il tenait les dessins. Elles m'ont vu, murmura-t-il presque pour lui-même, même quand personne d'autre ne voulait regarder. Quelque chose dans ces mots faisait écho à la propre expérience des jumelles, toujours invisibles, toujours ignorées. Nous avons besoin que vous cessiez de protéger Caleb, dit crûment Clara. Les preuves techniques sont solides, mais votre témoignage les rendrait irréfutables. C'est mon frère, répondit doucement Noah. Et il vous a trahi, lui rappela Lina. Il vous a mis ici tout en prenant le contrôle de tout ce que vous avez construit. Noah ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il y avait une nouvelle résolution. De quoi avez-vous besoin que je fasse? Clara parut soulagée. Faire une déclaration formelle détaillant vos soupçons et signer pour la présentation de toutes ces preuves à l'audience de révision. Noah hocha lentement la tête. Et les filles? Devront-elles témoigner? Éventuellement, oui, répondit Lina. Mais nous essayons de garder leur identité cachée le plus longtemps possible. Caleb a déjà des hommes qui me surveillent. Une ombre d'inquiétude traversa le visage de Noah. Il a toujours été déterminé. Quand il veut quelque chose, il ne se soucie pas des conséquences. Raison de plus pour agir vite, dit Clara en ouvrant un document juridique. Nous allons préparer votre déclaration maintenant. Tandis que Clara travaillait avec Noah sur les formalités, Lina observait l'homme que les filles avaient décidé d'aider. Elle voyait en lui la même intégrité que Lily et Leia avaient instinctivement reconnue. Malgré la trahison, il luttait toujours avec l'idée d'incriminer son frère, cherchait toujours une explication au-delà de la cupidité ou de l'envie. « Comment sont-elles » demanda soudain Noah en regardant Lina. « Les filles. » Lina sourit, pensant à Lily et Leia qui attendaient anxieusement son retour, dessinant probablement ou arrangeant leur petite collection de coquillages sur le rebord de la fenêtre. Elles sont courageuses, intelligentes, loyales l'une envers l'autre, très observatrices. Elles ont une force que la plupart des adultes n'ont pas. Noah hocha la tête, un faible sourire aux lèvres. J'aimerais les remercier personnellement un jour. Je suis sûr que ça arrivera, répondit Lina. Quand vous serez libre. Sur ces mots, les 3 retournèrent à leur travail, tissant ensemble une vérité assez forte pour renverser les mensonges qui avaient emprisonné un homme innocent. C'est trop risqué, insista Lina, arpentant une salle de réunion du cabinet d'avocat de Clara. Si Caleb soupçonne quoi que ce soit? Clara ajusta calmement les documents dans sa mallette, imperturbable face aux inquiétudes de la journaliste. Il ne soupçonnera rien. Pour autant qu'il sache, je suis simplement l'avocate de Noah discutant d'éventuels accords de plaidoyer. C'est parfaitement normal à ce stade. Et l'enregistreur? Clara ouvrit discrètement le dos de son élégante montre-bracelet, révélant un minuscule dispositif d'enregistrement. Haut de gamme, indétectable et complètement légal. Tant que je fais partie de la conversation, nous avons une ordonnance du tribunal. Les jours suivant leur visite à Noah en prison avaient été une course contre la montre. Avec sa déclaration formelle, Clara avait obtenu l'autorisation d'enquêter davantage sur Caleb. La surveillance de l'appartement de Lina s'était intensifiée, obligeant les jumelles à rester à l'intérieur en permanence. La stratégie était simple mais dangereuse, attirer Caleb dans une conversation où il pourrait s'incriminer. Les preuves techniques étaient solides, mais un aveu, même partiel, serait irréfutable. S'il admet quoi que ce soit, expliqua Clara, combiné aux journaux d'IP et aux témoignages, nous aurons assez pour non seulement libérer Noah, mais aussi arrêter Caleb. Et s'il ne dit rien d'incriminant, alors nous nous appuierons sur ce que nous avons déjà. Quoi qu'il en soit, l'audience de révision est prévue pour après-demain. Ce n'est qu'un bonus potentiel. Lina semblait toujours peu convaincue, mais elle savait qu'elle n'avait pas son mot à dire dans cette partie de l'opération. Son rôle était de protéger les jumelles et de préparer l'histoire explosive à publier une fois que tout serait révélé. « Sois prudente, dit-elle finalement. Il a déjà montré de quoi il est capable. » Clara hocha la tête, grave. « Mon assistant sera dans la pièce avec moi, et tout le cabinet est au courant de la réunion.
Il n'essaiera rien d'aussi ouvertement. Le siège de Crane Enterprises occupait la moitié d'un gratte-ciel dans le quartier financier. Le bureau de Caleb, maintenant qu'il était PDG par intérim, se trouvait au dernier étage, avec une vue panoramique sur la ville. Clara observait les nuages à travers les immenses fenêtres pendant qu'elle attendait, son assistant assis silencieusement à proximité, mallette ouverte et stylo prêt. La porte s'ouvrit et Caleb Crane entra, impeccable dans son costume sur mesure, la fameuse montre en or brillant à son poignet. Il sourit avec cette confiance particulière des hommes puissants qui se croient au-dessus des conséquences. « Clara, quelle agréable surprise », dit-il en tendant la main. « Quand ma secrétaire a mentionné que l'avocate de mon frère voulait me voir, je dois admettre que j'étais intrigué. » Clara lui serra brièvement la main. « J'apprécie que vous m'ayez trouvé une place dans ce qui doit être un emploi du temps chargé. Comme vous le savez, l'audience de révision de Noah approche. » « Oui, une situation regrettable, » répondit Caleb en s'asseyant derrière son imposant bureau. « J'espère vraiment que nous pourrons la résoudre de la manière la moins douloureuse possible pour la famille et l'entreprise. » Clara garda son visage professionnel, ne révélant rien de son dégoût. « C'est exactement pourquoi je suis ici. Nous envisageons des options de plaidoyer. » « Ah, plaidoyer ?» Caleb haussa les sourcils de surprise. « Je pensais que Noah se déclarait innocent. Il l'est. Mais des affaires comme celle-ci peuvent traîner pendant des années. Des années qui nuiraient à la réputation de l'entreprise, celle qui l'a bâtie. » Clara marqua une pause pour les faits. « Même s'il est innocent, il est parfois plus pratique de mettre fin aux choses rapidement. » Quelque chose brilla dans les yeux de Caleb, un courant sous-jacent de soulagement et de triomphe rapidement masqué. « Je comprends parfaitement. Et quels sont les termes de cet accord ? » Noah plaiderait coupable à des accusations moindres en échange d'une peine réduite, possiblement juste une probation. Pas de véritable peine de prison. Intéressant, murmura Caleb en tambourinant des doigts sur le bureau. Et pour l'entreprise ? Voici le point délicat. Il devrait démissionner officiellement de son poste de président, de façon permanente. Le petit sourire qui se forma sur les lèvres de Caleb fut presque imperceptible. Mais Clara le remarqua. Exactement ce qu'elle espérait voir. Une issue sensée, dans les circonstances, commenta-t-il en se penchant en arrière dans son fauteuil. Le conseil d'administration accueillerait favorablement une résolution rapide. Il y a juste un hic potentiel, dit Clara, toujours nonchalamment. Quelques incohérences dans les preuves. Des détails techniques sur la façon dont les documents ont été consultés, quand les transferts ont été effectués, des choses qui pourraient compliquer l'affaire si elle allait jusqu'à un procès complet. L'expression de Caleb se durcit presque imperceptiblement. Quel genre d'incohérence ? Journaux d'IP, métadonnées, des trucs techniques suggérant que peut-être, et je dois souligner que ce n'est que spéculation, peut-être que les documents n'ont pas été créés directement par Noah. Caleb redressa sa posture, son langage corporel maintenant défensif. Cela semble sans importance. Les documents ont été trouvés sur son ordinateur. Les transferts provenaient de son compte. Oui, mais comment ils y sont arrivés, c'est la question. Clara le fixa dans les yeux. Vous savez comment sont les avocats de la défense moderne. Ils adorent les détails techniques. Caleb força un sourire crispé. Clara, soyons francs. Que suggérez-vous exactement ? Que peut-être, l'accord de plaidoyer intéresse plus de parties que juste Noah. S'il y a eu une aide extérieure dans la création de ces documents, cette personne bénéficierait également d'une résolution rapide et discrète. Un lourd silence suivit. Caleb étudia Clara, évaluant clairement ses intentions et calculant les risques. « Hypothèse intéressante, » dit-il enfin. « Mais laissez-moi être également franc. Que voulez-vous vraiment, Clara ? Des assurances que rien ne ressorte contre Noah à l'avenir. Que ce soit la fin définitive de l'affaire. » Caleb se détendit visiblement, pensant comprendre son véritable mobile. « Je comprends tout à fait. Je peux vous assurer qu'avec la démission permanente de Noah, il n'y aurait aucune raison de complications futures. » Il marqua une pause, esquissant un léger sourire. « Après tout, l'objectif serait déjà atteint. »« Et quel est cet objectif, exactement ?» demanda Clara, gardant son ton innocent. Caleb haussa légèrement les épaules, maintenant plus confiant. « La stabilité pour l'entreprise, bien sûr. Un leadership fort, sans distraction. Comme les problèmes que Noah soulevait à propos de certains de vos investissements plus récents. » Quelque chose s'assombrit dans les yeux de Caleb. Noah a des idées dépassées sur la gestion des risques.
L'entreprise avait besoin de 109, de directions plus audacieuses. Pour couvrir des dettes personnelles, peut-être. Le changement fut immédiat. Le sourire disparut. Sa posture détendue s'évapora. Faites attention, Clara. Vous portez des accusations dangereuses. Je n'accuse personne. J'explore juste des possibilités pour mieux conseiller mon client. Clara garda sa voix calme, sachant qu'elle marchait sur un terrain dangereux. C'est mon travail de considérer tous les angles. Caleb l'étudia un long moment, puis sembla prendre une décision. Soyons clairs. La situation est simple. Noah a fait des erreurs, s'est fait prendre, et maintenant il doit payer le prix. S'il veut un accord, super. Signez les papiers, démissionnez de l'entreprise, et nous passons tous à autre chose. Et s'il décide de se battre, d'aller au procès. Un sourire froid se répandit sur le visage de Caleb. Alors il perdra. Les preuves sont solides parce qu'elles ont été méticuleusement préparées. Chaque connexion, chaque transfert, tout a été fait pour être irréfutable. Clara se pencha légèrement en avant. Fait par qui, exactement? Caleb laissa échapper un rire bref et arrogant. Vous êtes douée, Clara. Très douée. Mais pas assez. Il ajusta la montre en or à son poignet. Disons simplement que lorsqu'on planifie quelque chose pendant des années, on apprend à ne pas laisser de traces, ou plutôt, on laisse exactement les traces que l'on veut trouver. Des années? Clara parut sincèrement surprise. Vous planifiez ça depuis des années? Noah a toujours été le favori, le visionnaire, le prodige, dit-il amèrement. Je n'étais que le grand frère fiable, l'administrateur, le soutien. Même si c'était moi qui faisais tourner l'entreprise pendant qu'il jouait au philanthrope. Alors, quand il a commencé à remettre en question vos décisions financières, il n'en avait pas le droit, claqua Caleb, perdant momentanément son contrôle. Pas après m'avoir laissé le sale boulot pendant des années. Pas après que j'ai couvert ses erreurs tant de fois. Clara resta silencieuse, le laissant continuer. C'était presque trop facile, poursuivit Caleb, parlant plus pour lui-même qu'à Clara. Son login, sa signature numérique, si accessible quand on connaît les systèmes de l'intérieur. Il n'a même jamais soupçonné qu'on le piégeait jusqu'à ce que les fédéraux débarquent. Il se souvint soudain où il était et avec qui il parlait. Le sourire arrogant revint, le masque de contrôle se remettant en place. Mais tout ça, c'est de la spéculation, évidemment. Ce qui compte maintenant, c'est l'accord de plaidoyer. Clara hocha lentement la tête, fermant son dossier. Je crois que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin, dit-elle en se levant. Je discuterai de votre perspective avec mon client. J'espère qu'il sera sensé, répondit Caleb en se levant également. Pour le bien de tous. Une dernière question, si je puis me permettre, dit Clara, la main sur la poignée de la porte. Quelqu'un d'autre sait-il comment les preuves ont réellement été créées? Le sourire confiant de Caleb revint. Clara, la première règle de toute opération réussie est de ne jamais impliquer un tiers. Pas même des assistants de confiance, dit-il en jetant un regard significatif au jeune homme qui l'accompagnait. Certaines choses se gèrent mieux personnellement. Sage conseil, reconnut Clara. Merci pour votre temps. Et votre franchise. 3 heures plus tard, le bureau de Clara bourdonnait d'activité. Procureur, enquêteur et Clara elle-même écoutaient à plusieurs reprises l'enregistrement, chaque passage révélant plus de détails incriminants. C'est pratiquement un aveu, remarqua l'un des procureurs, impressionné. Il admet avoir tout planifié, falsifié des preuves, utilisé le login de son frère. Combiné aux enregistrements techniques et aux dépositions des témoins, ajouta Clara, nous avons une affaire solide. Et les témoins? Les filles? Demanda l'enquêteur principal. Aurons-nous besoin d'elle au tribunal? Clara jeta un coup d'œil à Lina, qui venait d'arriver. Avec cet enregistrement, peut-être pas. Mais leurs dépositions formelles sont déjà au dossier, au cas où. L'important maintenant, interrompit le procureur en chef, est d'agir rapidement. Si Caleb se rend compte qu'il a été piégé, il pourrait essayer de fuir ou de détruire d'autres preuves. Les événements se déroulèrent à une vitesse vertigineuse. Dans les heures qui suivirent, un mandat d'arrêt fut émis contre Caleb Crane. Simultanément, une équipe d'agents fédéraux perquisitionna son manoir et ses bureaux, saisissant ordinateurs et documents. L'arrestation eut lieu dans le parking de l'entreprise, capturée par des caméras de sécurité qui alimentèrent bientôt tous les médias. Le puissant Caleb Crane, menotté et stupéfait, conduit dans une voiture de police.
Le choc sur son visage montrait que jusqu'au dernier moment, il s'était cru au-dessus des conséquences. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Noah Crane recevait la nouvelle de sa libération imminente. Les charges contre lui avaient été abandonnées. Son innocence reconnue par les autorités. Tôt le lendemain matin, la presse se pressait autour de l'entrée du centre de détention métropolitain. L'histoire avait explosé pendant la nuit, l'homme innocent libéré, le vrai coupable arrêté. Un complot digne d'un film. Quand Noah émergea enfin, il paraissait à la fois épuisé et soulagé. Clara marchait d'un côté de lui. De l'autre, étonnamment, se trouvait Lina. « Monsieur Crane, comment vous sentez-vous d'être libéré? Allez-vous poursuivre l'État pour emprisonnement abusif? Que comptez-vous faire concernant votre frère ?» Les questions le bombardaient de toutes parts. Noah leva une main, demandant le silence, et les journalistes, chose surprenante, obtempérèrent. « Je suis reconnaissant que la justice est enfin prévalue, dit-il simplement. Je remercie tous ceux qui ont cru en mon innocence et ont travaillé pour la prouver. Retournez-vous immédiatement à la présidence de Crane Enterprises, cria quelqu'un du fond. Il y a des affaires plus importantes pour le moment, répondit-il. L'entreprise est entre de bonnes mains pendant que tout se règle. Êtes-vous en colère contre votre frère pour vous avoir trahi? Demanda un journaliste plus audacieux. Noah resta silencieux un instant. Mes sentiments envers mon frère sont une affaire privée, dit-il finalement. Le système judiciaire fera son travail, comme il se doit. Il était clair qu'il n'alimenterait pas le spectacle médiatique. Pas d'accusations incendiaires, pas de promesses de vengeance, juste une contenance digne et qui, ironiquement, lui valut plus de respect que n'importe quel éclat dramatique. Une dernière question, insista un journaliste vétéran. À qui devons-nous le mérite d'avoir découvert la vérité? Qui a exposé le stratagème de Caleb? Noah regarda Lina, qui lui fit un subtil signe de tête. Si je suis libre aujourd'hui, dit-il, la voix soudainement épaisse d'émotion, c'est parce que 2 enfants que personne n'écoutait ont choisi de parler. 2 jeunes observatrices qui ont vu la vérité quand tout le monde était aveuglé par un mensonge bien ficelé. Un murmure parcourut la foule. Ce n'était pas la réponse qu'ils attendaient. Des enfants? Quels enfants? Les questions reprirent, plus urgentes cette fois. Mais Noah, Clara et Lina se dirigeaient déjà vers une voiture qui attendait, ignorant la clameur grandissante. Certaines histoires n'ont pas leur place dans les gros titres. Certaines vérités sont trop précieuses pour la consommation publique. Dans l'appartement de Lina, Lily et Leia regardaient tout à la télévision, leurs petits visages illuminés de sourires en voyant Noah enfin libéré. La vérité dont elles avaient été témoins et pour laquelle elles s'étaient battues avait maintenant assez de forme et de force pour renverser les puissants et élever les justes. Et pour 2 petites filles que le monde avait oubliées, c'était plus que de la justice. C'était une validation. Pour la première fois, leur voix comptait. Elles avaient été entendues. Le bourdonnement lointain de la ville flottait à travers les fenêtres de l'appartement de Lina ce dimanche après-midi. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la libération de Noah Crane et l'arrestation de son frère. La poussière retombait, bien que les médias continuassent d'exploiter sous toutes ses coutures l'histoire qui avait choqué le pays. Lina était dans la cuisine, préparant un encas, tandis que Lily et Leia dessinaient à la table du salon, quand la sonnette retentit. Les filles échangèrent immédiatement des regards méfiants, ce réflexe ancré par la vie dans la rue. « C'est bon, » dit Lina en s'essuyant les mains. « Nous attendons un visiteur aujourd'hui. » Elle se dirigea vers la porte et regarda par le Judas avant d'ouvrir. Dehors se tenait Noah Crane, tenant un paquet emballé dans du papier coloré. Il avait l'air très différent de la dernière fois qu'elle l'avait vu quitter la prison, son expression fatiguée remplacée par une expression de calme, bien que ses yeux portassent encore les marques d'un homme qui avait regardé dans un abîme et survécu. « J'espère que je ne suis pas en retard, » dit-il quand Lina ouvrit la porte. « En fait, vous êtes parfaitement à l'heure, » sourit-elle en s'écartant. Elles sont impatientes de vous rencontrer enfin. Dans le salon, les jumelles restèrent assises, calmes et alertes, leurs dessins brièvement oubliés en présence de leurs visiteurs. Lina remarqua comment elles se redressèrent, comment leurs petites mains se trouvèrent pour un soutien mutuel. « dit doucement Lina, voici Noah Crane. L'homme que vous avez aidé. » Noah s'avança lentement, prudent comme quelqu'un approchant des animaux sauvages qui pourraient s'enfuir au moindre mouvement brusque. Il s'arrêta à une distance respectueuse et sourit. « Bonjour, dit-il simplement. C'est un honneur de vous rencontrer enfin.
Les filles l'observèrent avec ce regard évaluateur que Lina connaissait bien, ce regard qui voyait à travers les apparences et jugeait la vraie nature d'une personne. Après un moment, toutes deux se détendirent presque imperceptiblement. « Vous avez meilleure mine maintenant », commenta Lily, toujours la plus directe. Noah rit. Le son sincère de quelqu'un à la fois surpris et ravi. « Je vais beaucoup mieux, grâce à vous. Mademoiselle Lina dit que vous faites de bonnes choses, ajouta Leia, la curiosité l'emportant sur sa timidité. Vous aidez les gens comme nous. C'est vrai, hocha la tête Noah. Ou du moins, j'essaie. Mais aujourd'hui, je suis venu remercier les 2 personnes qui m'ont aidé quand j'en avais le plus besoin. Il s'approcha un peu plus, à la surprise de tous, y compris la sienne, s'agenouilla devant les filles pour être à leur hauteur. Le geste, non planifié, vint naturellement. Un signe de respect qui transcendait leurs différences d'âge et de statut social. « Vous m'avez sauvé la vie », dit-il, la voix pleine d'une émotion sincère. « Quand tout le monde croyait le pire de moi, vous avez vu la vérité. Vous avez parlé quand il aurait été plus facile de se taire. » Les jumelles le regardaient avec de grands yeux, clairement peu habituées à ce que des adultes s'agenouillent devant elle ou s'adressent à elle avec un tel respect. « C'est pourquoi, continua Noah, je veux vous remercier et vous dire que vous pouvez demander n'importe quoi. Tout ce qui est en mon pouvoir, je le ferai pour vous. » Un silence significatif emplit la pièce. Depuis l'embrasure de la cuisine, Lina retenait son souffle. Les filles se regardèrent, ayant une de ces conversations silencieuses de jumelles. Finalement, elles se tournèrent vers Noah et Leia, normalement la plus silencieuse, parla. « Nous voulions juste une famille, dit-elle, sa voix petite mais ferme. Nous sommes fatigués d'être seuls. » Lily hocha la tête, la soutenant. « Mademoiselle Lina est gentille, mais nous savons que nous ne pouvons pas rester pour toujours, ajouta-t-elle. Et nous ne voulons pas aller dans des endroits différents. » La simplicité et la profondeur de leur demande frappèrent Noah comme une révélation. Il s'attendait à ce qu'elle demande des cadeaux, peut-être une nouvelle maison pour Lina, ou des bourses d'études pour l'avenir. Il n'avait jamais imaginé que ses enfants, qui avaient tant affronté, demanderaient la seule chose que l'argent ne pouvait pas directement acheter. Il regarda Lina, dont les yeux étaient embués, puis de nouveau les filles. « Voudriez-vous venir vivre avec moi ?» demanda-t-il, l'idée se formant dans son esprit alors qu'il prononçait les mots. De façon permanente. Comme une vraie famille. De nouveau, les filles se regardèrent, jaugeant cette offre inattendue. « Vous vivez seul ?» demanda Lily, pratique comme toujours. « Oui. Dans une maison qui n'est pas trop grande, mais avec assez de place pour 2 personnes de plus. Il y a un jardin où nous pourrions planter des choses, si vous aimez ça. Et nous resterions ensemble, insista Leia. Pour toujours. Toujours ensemble, promit Noah. Je m'occuperai de vous 2. Je serai votre tuteur légal. Éventuellement, si nous sommes tous à l'aise, peut-être que nous ferions une adoption formelle. » Silence de nouveau. Tandis que les filles traitaient quelque chose d'aussi profond qu'inattendu, Lina resta silencieuse, respectant le moment, bien que son cœur se sentît partagé entre la joie de voir une telle opportunité pour les jumelles et la tristesse de les laisser partir. « Pouvons-nous y réfléchir ?» demanda finalement Lily. « Bien sûr, dit Noah en se relevant. Ce n'est pas une décision à prendre en quelques minutes. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. En attendant, ajouta-t-il en tendant le paquet qu'il portait, j'ai apporté quelque chose pour vous. » Leia accepta le cadeau, le déballant avec un soin presque révérencieux, comme si le papier brillant était aussi précieux que ce qu'il y avait à l'intérieur. 2 ours en peluche identiques et un livre d'histoire illustrée. « Mademoiselle Lina a dit que vous aimiez les histoires du soir, expliqua Noah. J'ai pensé que vous apprécieriez un nouveau livre. » Les filles sourirent, leur premier vrai sourire dirigé vers lui, et quelque chose se réchauffa dans la poitrine de Noah qui était froid depuis trop longtemps. Le reste de la visite fut calme. Noah, Lina et les filles partagèrent l'encas que Lina avait préparé, parlant de choses simples, comment les filles s'installaient, quelles histoires elles aimaient, quels aliments elles préféraient. Noah, avec une sensibilité nouvellement trouvée, évita les questions sur leur passé ou toute mention de sa propre épreuve récente. Il y aurait du temps pour les sujets plus lourds plus tard. Aujourd'hui, il s'agissait de construire des ponts. Quand il partit enfin, promettant de revenir bientôt, quelle que fût leur décision, les jumelles semblaient pensives, mais pas aussi nerveuses qu'auparavant. Quelque chose dans la présence sincère de Noah avait touché cette partie d'elle qui, malgré tout, croyait encore que les adultes pouvaient être dignes de confiance. La réponse vint plus tôt que quiconque ne s'y attendait.
Le lendemain matin, Lily réveilla Lina avec une simple déclaration « Nous voulons aller avec lui ». Ce ne fut pas une décision facile pour les filles. Lina savait qu'elles avaient trouvé sécurité et affection dans son petit appartement. Mais elle reconnaissait aussi l'opportunité que Noah présentait, non seulement matériellement, mais en tant que quelqu'un qui, comme elle, savait ce que c'était que d'être jugé à tort, puis racheté. Les arrangements légaux furent étonnamment simples, grâce à l'influence de Noah et au soutien indéfectible de Lina. Clara Wilson, l'avocate qui avait en fait pour prouver l'innocence de Noah, supervisa personnellement la paperasse, s'assurant qu'aucun détail ne fut négligé. « C'est un nouveau départ pour vous tous », dit-elle lors de leur dernière réunion avant de soumettre les documents au juge. Quelque chose de beau naît de tant d'adversité. En une semaine, les filles déménageaient dans leur nouvelle maison, une modeste demeure en banlieue, loin du faste et de l'ostentation que la fortune de Noah aurait pu s'offrir, mais parfaitement adaptée à une famille en devenir. Les chambres préparées pour elles étaient simples mais accueillantes. Murs de couleur douce, lits confortables, étagères pour des livres encore à découvrir, et un bureau partagé près de la fenêtre pour le dessin et les futures études. Noah avait travaillé dur pour créer un espace qui semblait à la fois confortable et ouvert à la personnalisation, sachant que les filles auraient besoin de temps pour se sentir vraiment chez elles. « Vous pouvez changer tout ce que vous voulez », leur dit-il en leur montrant les chambres. « Peinture, meubles, disposition. Je veux que vous sentiez que c'est à vous. » « Nous n'avons jamais eu de chambre rien qu'à nous, » murmura Leia, passant la main sur la couette douce avec une quasi-révérence. « On dirait une de ces fausses vitrines de magasin, » ajouta Lily, comme on en voyait avant. Son commentaire brisa le cœur de Noah, bien qu'il le cachât bien. Un rappel brutal de la façon dont elles avaient vécu en marge, regardant toujours un monde confortable qui semblait inaccessible. « C'est réel, » assura-t-il en s'asseyant sur le bord d'un lit. « Et c'est à vous maintenant. » Les premiers jours furent remplis d'ajustements et de découvertes mutuelles. Noah apprit que Lily était allergique aux fraises, que Leia avait peur du tonnerre, et que toutes deux se réveillaient parfois au milieu de la nuit, terrifiées par des cauchemars qu'elles ne décrivaient pas complètement. Il apprit à laisser une lumière douce dans le couloir, à vérifier discrètement leur état, à accepter que certaines cicatrices émotionnelles mettraient du temps à guérir. Les jumelles, de leur côté, découvrirent que Noah était terrible en cuisine, mais déterminé à apprendre. Ses premières tentatives pour faire du pain aboutirent à des grumeaux de pâte bizarres ressemblant davantage à des pierres, à leur grand amusement. « Comment un adulte peut-il ne pas savoir faire du pain ?» demanda Lily en riant ouvertement alors que Noah regardait avec consternation son échec culinaire. « Je suppose que personne ne naît en sachant, » répondit-il en riant de lui-même. « Pourriez-vous m'apprendre ?» Pour la première fois, les rôles s'inversèrent. Les filles devinrent les enseignantes, partageant les connaissances pratiques qu'elles avaient acquises en observant les boulangers par les fenêtres arrière. Cet après-midi de farine partout et de rires sincères marqua un tournant dans leur relation. Elles découvrirent aussi que Noah avait un rire contagieux lorsqu'il était vraiment amusé, et qu'il prenait leurs opinions très au sérieux, de la couleur des rideaux à ce qu'elles voulaient apprendre à l'école. « Pourquoi vous souciez-vous autant de ce que nous pensons ?» demanda Lily un soir, après que Noah eut passé 20 minutes à discuter sérieusement du parfum de glace qu'il devrait acheter. « Parce que vous comptez, » dit-il simplement. « Et parce que les meilleures décisions sont celles que nous prenons ensemble. » Ensemble, ils tissèrent une nouvelle normalité. Repas partagés avec des conversations sur la journée. Soirée à lire dans le salon, Noah reprenant le rituel des histoires du soir que Lina avait commencé. Week-end au parc, au zoo, ou simplement à explorer le quartier. Lina leur rendait visite régulièrement, une présence constante et aimante qui facilitait la transition. Un défi se posa lorsqu'il fut temps pour les filles d'aller à l'école. Aucune n'avait eu une éducation formelle constante, et l'idée d'être séparées, même pour quelques heures, leur causait une anxiété visible. Noah travailla avec des éducateurs spécialisés pour développer un plan d'intégration progressif, commençant par du tutorat à domicile, puis de courtes visites à l'école, et enfin un horaire régulier, toujours dans la même classe, une condition sur laquelle il insista. Leurs progrès scolaires surprirent tout le monde. Malgré le manque de scolarisation formelle, les jumelles avaient beaucoup appris dans la rue, mathématiques de base grâce au petit marché, lecture grâce aux journaux jetés, géographie urbaine en naviguant dans tous les coins pour survivre. « Elles ont des esprits extraordinaires », remarqua une enseignante après le premier mois. « Elles absorbent tout comme des éponges. » « Elles ont toujours été extraordinaires, » répondit Noah, la fierté sincère d'un père dans la voix. «
6 mois après leur emménagement, l'adoption formelle fut finalisée avec peu de fanfare. Juste un juge, la paperasse nécessaire, et un petit déjeuner de célébration avec Lina, Clara et quelques amis proches. Pas de médias, pas d'attention publique. Noah y avait insisté. La vie privée des filles était sacrée. C'est officiel maintenant, dit-il en leur montrant les certificats d'adoption encadrés. Nous sommes légalement une famille. Nous étions déjà une famille avant la paperasse, observa Leia avec une sagesse qui surprenait parfois sa sœur. Ça dit juste au monde ce que nous savions déjà. Noah les étreignit toutes les deux, essayant de cacher l'émotion qui menaçait de le submerger. Comment ces petites enfants, qui avaient subi tant de pertes, pouvaient-elles saisir si profondément ce qui faisait vraiment une famille? À peu près à la même époque, quelque chose de nouveau commença à prendre forme dans l'ancien quartier industriel de la ville. Un bâtiment abandonné fut rénové, peint de couleurs vives et rempli d'espaces accueillants. Le Centre Horizon, comme il fut nommé, ouvrit discrètement ses portes aux enfants en situation de sans-abrisme, offrant repas, assistance médicale, soutien éducatif, surtout, un endroit sûr pour exister sans crainte. Il a été inspiré par 2 jeunes personnes très spéciales, expliqua Noah au personnel lors de l'ouverture privée, qui m'ont appris que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un nous voie et nous entende vraiment. Le centre fonctionnait selon une philosophie différente des refuges institutionnels typiques. Pas de pression, pas de mandat. Les enfants pouvaient aller et venir à leur guise, trouver le type d'aide dont ils avaient besoin sur le moment, que ce soit un repas chaud, une douche et des vêtements propres, une chance de retourner à l'école ou des conseils juridiques. Une équipe multidisciplinaire soigneusement sélectionnée travaillait avec chaque enfant individuellement, respectant leurs histoires, leurs peurs et leurs rêves. Et bien que personne, à part Lina et quelques privilégiés, ne le sût, de nombreuses politiques et pratiques du centre étaient directement inspirées des expériences de Lily et Leia et de tout ce qu'elles avaient souhaité en vivant dans la rue. Les jumelles ne visitèrent jamais le centre. Une partie de l'accord de Noah avec elles était de les garder complètement à l'abri des projecteurs, de les laisser grandir comme n'importe quels autres enfants. Mais elles savaient qu'il existait et aidaient parfois à assembler des dons ou à préparer des kits de bienvenue pour les nouveaux visiteurs. Nous aidons d'autres enfants comme nous étions avant, dit un jour Lily alors qu'elles étiquetaient des kits d'hygiène. Même s'ils ne savent pas que c'est nous. Comme des super-héroïnes secrètes, ajouta Leia en souriant. Noah, les regardant travailler ensemble si diligemment, pensa à la façon dont elles avaient autrefois été des héroïnes elles-mêmes, quand personne d'autre ne croyait en lui. 1 an après la libération de Noah, par une calme soirée d'hiver, tous les 3 étaient confortablement installés sur le canapé du salon. Dehors, la neige tombait doucement, enveloppant le monde d'un silence particulier. À l'intérieur, un feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Lily et Leia, maintenant visiblement en meilleure santé et plus confiantes que le jour où elles avaient crié dans la foule, étaient blotties sous une grande couverture de chaque côté de Noah. Ils venaient de terminer une histoire du soir et se reposaient maintenant dans ce silence confortable qui n'existe qu'entre des personnes qui se sentent vraiment en sécurité ensemble. « Papa », dit doucement Leia, le titre encore nouveau qu'elles avaient choisi elles-mêmes tout récemment. « Penses-tu que d'autres enfants comme nous trouveront aussi des familles ?» La question, venue de nulle part, prit Noah au dépourvu. Il réfléchit attentivement avant de répondre. « Je l'espère », répondit-il honnêtement. C'est pourquoi le Centre Horizon est là. Pour aider à trouver un chemin pour chaque enfant, que ce soit en les réunissant avec leur famille, en leur trouvant de nouvelles familles, ou simplement en leur donnant un endroit où ils peuvent sentir qu'ils appartiennent. Nous avons eu de la chance, songea Lily. De vous avoir, toi et tante Lina. J'ai eu encore plus de chance, dit Noah en les serrant plus près, de vous avoir toutes les 2. Le silence revint, maintenant rempli de sens et d'appartenance. Les jumelles, au chaud et en sécurité, commençaient à s'endormir. Blottis contre le père adoptif qui était entré dans leur vie de la manière la plus improbable, Noah les contemplait. Ces petites sauveuses qui avaient transformé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Elle n'était pas seulement responsable de sa liberté physique, mais d'une libération bien plus profonde, de la solitude, du vide qu'aucun succès professionnel n'avait jamais comblé, de l'inertie émotionnelle dans laquelle il avait été piégé. Elles m'ont entendu, pensa-t-il en contemplant le miracle improbable de leur famille nouvellement formée. Et je les ai entendues en retour. C'est ainsi qu'une famille commence. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'un blanc manteau, promesse de renouveau. À l'intérieur, 3 cœurs battaient à un rythme qu'ils apprenaient lentement à synchroniser. Si cette histoire vous a touché le cœur,
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.